Qui sont-ils? D'où viennent-ils et que pensent-ils, ceux qui hier comme aujourd'hui se disaient anarchistes? Pourquoi, alors qu'ils furent fichés, leurs visages nous demeurent-ils étrangers? Pourquoi leurs pensées semblent-elles confuses et leur histoire si inquiétante? Né du capitalisme, frère ennemi du communisme d'État, l'anarchisme n'a pourtant eu de cesse de souffler son vent de révolte sur le monde. Et si certains libertaires purent se changer en criminels, jouant du revolver ou faisant parler de la dynamite, on oublie qu'ils furent nombreux à proposer des alternatives et entamer des révolutions sur les 5 continents. Mais les pouvoirs ligués les ont partout et toujours réprimés. On les a menés enchaînés à la guillotine ou on les sangla au dossier de la chaise électrique. Et le moindre de leurs châtiments ne fut sûrement pas la réduction de leurs gestes à une chronique de faits divers, ni l'effacement de leur victoire dans la mémoire sociale. Or, même avec ces pratiques passées désormais dans nos habitudes de vie, quand leurs idées finirent par se populariser, se diffuser et tisser de nouveaux réseaux qui séduisent les jeunes générations de Paris à New York et de Tokyo à Buenos Aires, les anarchistes ont continué de susciter le fantasme et de provoquer le malentendu. D'où vient donc l'odeur de soufre qui précède chacun de ces sombres cortèges? Et quelle folle espérance se soulève avec chaque drapeau noir brandi? Comment l'anarchisme, qui rêve pour notre vieux monde d'un autre futur et combat depuis plus de 150 ans tous les maîtres et les dieux, nous pose-t-il des questions toujours aussi actuelles? Et pourquoi son histoire, qui oscille comme un pendule de gauche à droite, de l'insurrection à l'attentat, est-elle plus que jamais la nôtre? Tout commence en France au XIXe siècle. Ici, comme dans le reste du monde, on assiste à la mise en place d'un système économique nouveau. Partout, le capitalisme fait ses premiers pas. Il diffuse son modèle de pensée, crée ses grandes industries et bouleverse les paysages. Mais les mirages formés par les vapeurs de la première révolution industrielle se dissipent très tôt pour laisser apparaître une réalité beaucoup plus crue et plus sombre. Et c'est pour essayer de répondre à la question que pose ce siècle pétri de contradictions que l'anarchisme va bientôt voir le jour. Quel est le grand problème du XIXe siècle? C'est ce qu'on a appelé, d'un terme très simple, la question sociale. La société se développe, on invente le chemin de fer, on invente d'abord la machine à vapeur, le chemin de fer, le bateau à vapeur, les métiers à tisser. D'une certaine manière, on voit que la société progresse considérablement, l'hygiène, la médecine, tout ce qui va avec. Et en même temps, la misère n'a jamais été aussi effroyable par ceux qui précisément travaillent dans les fabriques, dans les manufactures, dans ce qu'on appellera plus tard les usines. La plupart des penseurs, qu'ils s'appellent Saint-Simon, qu'ils s'appellent Fourier, qu'ils s'appellent Proudhon, qu'ils s'appellent Marx ou Cabet ou Owen, on peut aligner tous les noms que l'on veut, tous se posent la question comment résoudre la contradiction. On ne peut pas comprendre la naissance de l'anarchisme si l'on ne se souvient pas de la vie de peine et de misère que mène en ce temps le prolétaire, celui qui ne possède rien que sa force de travail. Sa journée dure plus de 12 heures et le salaire qu'il retire de son labeur ne lui permet pas de manger à sa faim. Il n'a ni jour de repos, ni assurance, ni retraite. Ses enfants travaillent dès qu'ils peuvent se tenir sur leurs jambes et 1 sur 2 meurt avant l'âge de 6 ans. Les carences, les épidémies et l'alcool font des ravages, l'analphabétisme est la norme et l'accident, la loi. En 1840, l'espérance de vie d'un travailleur ne dépasse guère les 30 ans. Or, tout comme la bourgeoisie qui bénéficie du progrès et vit dans l'opulence a pu trouver dans le libéralisme son idéologie, c'est dans un socialisme au contour encore vague que le prolétariat voit à l'époque une réponse possible à ses problèmes. Mais pour apporter une réelle solution aux injustices, le socialisme doit surmonter une autre contradiction, presque philosophique, celle-là. Le problème des problèmes en philosophie politique depuis le libéralisme classique, c'est la conjugaison de la liberté puis de l'égalité. Comment assurer le plus grand éventail possible de liberté compatible avec le fait que tout le monde ait le même éventail de liberté, avec la plus grande égalité possible, dans la mesure où, sans égalité, la liberté demeure incomplète et il faut concilier ces idéaux de liberté et d'égalité. Un anarchiste américain disait « Pleine liberté sans l'égalité, c'est la jungle. Pleine égalité sans la liberté, c'est la prison. » Et on ne veut ni de la jungle ni de la prison. Cette
tentative de concilier, et c'est pas facile, mais le maximum de liberté avec le maximum d'égalité, cette aspiration double à la fois à l'égalité et à la liberté, je pense que c'est une des valeurs fondamentales de l'anarchisme. Jusqu'à la moitié du XIXe siècle encore, le terme d'anarchisme, dont la racine grecque anarche signifie absence de pouvoir, est un terme négatif utilisé pour désigner le désordre et le chaos. Mais si de grandes personnalités comme Sade, Babeuf ou Godwin avaient pu être auparavant taxés d'anarchistes, c'est Pierre-Joseph Proudhon, l'un des rares penseurs issus de la classe ouvrière, qui s'en sert pour définir une position politique révolutionnaire et charger soudain l'anarchisme d'une valeur positive. En 1840, Proudhon rédige le mémoire qui le rendra célèbre. Qu'est-ce que la propriété? Si la réponse qu'il apporte à cette question, la propriété c'est le vol, fait aussitôt scandale, c'est la profession de foi qu'il prononce quelques lignes plus bas, qui constitue le véritable acte de naissance de la pensée anarchiste. Une formule paradoxale qui dit déjà presque tout. Eh bien, vous êtes démocrate? Non. Quoi, vous seriez monarchique? Dieu m'en garde. Vous êtes donc aristocrate? Point du tout. Vous voulez un gouvernement mixte? Encore moins. Qu'êtes-vous donc? Je suis anarchiste. Quoique très ami de l'ordre, je suis dans toute la force du terme anarchiste. Au même moment où il va se dire anarchiste, il prononce que la propriété c'est le vol. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il pointe la propriété comme étant le fondement d'un certain ordre social. Et se dire anarchiste, c'est dire je m'en prends au fondement de l'ordre social repéré comme étant la propriété. Proudhon va même encore plus loin, puisque pour lui, il y a une espèce de lien étroit entre la domination politique exercée par l'État, la domination économique exercée par le capital et la domination religieuse exercée par l'idée de Dieu. Et donc Proudhon est véritablement le père de l'anarchie, puisque c'est le seul qui relie ensemble ces trois formes de domination, et il pense qu'il faut les détruire en même temps si on veut effectivement changer de structure sociale. Si pour changer de structure sociale, Proudhon prône la destruction des pouvoirs, il n'est pas partisan de la violence révolutionnaire. Il imagine plutôt tout un système mutualiste dont sa banque du peuple pourrait être le premier jalon. Sa pensée n'en est pas moins attaquée de toutes parts. Il est critiqué, caricaturé, interdit. Pourtant, ses œuvres voyagent et son anarchisme séduit rapidement les socialistes du monde entier. Comme ce jeune docteur en philosophie, Karl Marx, qui écrit alors qu'il le considère comme le nouveau héros du mouvement ouvrier européen. Ou plus loin, aux marges de l'Europe, dans la lointaine Russie, où le comte Lev Nikolaïevitch Tolstoï emprunte à Proudhon le titre de l'un de ses essais pour nommer son nouveau livre « La guerre et la paix ». Mais c'est avec Mikhaïl Bakounine, un ancien cadet passé par toutes les prisons d'Europe et plusieurs fois condamné à mort, que l'anarchisme va devenir une pensée, à proprement parler, révolutionnaire. Si c'est Proudhon qui utilise pour la première fois le terme anarchiste, Bakounine est peut-être une figure plus importante dans la formulation définitive des idées, dans la mesure où il ajoute aux idées de Proudhon le principe de la révolution. À la différence de Proudhon, en effet, Bakounine prône l'insurrection. Selon lui, la seule manière d'abolir l'État et le capitalisme, c'est une révolution armée. Bakounine entreprend de diffuser la pensée anarchiste au sein de la toute nouvelle Association internationale des travailleurs, plus connue sous le nom de Première Internationale. Cette association, créée en 1864 à Londres, qui affirme que l'émancipation des travailleurs doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes et qui rassemble à ses débuts plus de 2000 ouvriers, brosseurs, terrassiers, doreurs, charpentiers, menuisiers venus du monde entier, apparaît en effet aux yeux du révolutionnaire russe comme la plateforme idéale pour parachever le projet anarchiste et le faire connaître au monde. À chaque congrès, on discute des moyens de production. Est-ce qu'il faut les collectiviser? Est-ce que chacun a droit d'avoir ses propres moyens de production? Est-ce que ça doit être commun? Est-ce qu'il faut des coopératives? Est-ce qu'il faut des collectivités?
qu'est-ce qu'on fait de l'héritage, qu'est-ce qu'on fait de l'argent, quel est le rôle des femmes, etc. Enfin, tout un ensemble de problèmes qui a jusque-là jamais été abordé. Mais depuis la mort de Proudhon, entre Bakounine, qui apparaît comme l'héritier du père de l'anarchisme, et Marx, qui, lui, avait rompu depuis longtemps avec l'auteur de la philosophie de la misère, les débats dégénèrent. Et leur querelle, autant personnelle que politique, divise bientôt le mouvement socialiste. 3 grands courants émergent. Un courant réformiste, assez minoritaire, qui ne croit pas aux vertus de la Révolution. Un courant marxiste, que les anarchistes qualifient d'autoritaire, qui pense que l'ordre nouveau s'imposera grâce à la dictature du prolétariat. Et enfin, le courant anti-autoritaire ou anarchiste de Bakounine, qui prône l'insurrection et la destruction définitive de tout l'appareil étatique. Pour les anarchistes comme pour les marxistes, le communisme est une société sans État, mais les marxistes estiment qu'ils peuvent utiliser l'appareil étatique d'oppression pour construire une société nouvelle, alors que les anarchistes pensent que l'État doit être supprimé dès la révolution sociale, après quoi viendra le communisme. Marx pensait qu'il fallait un parti centralisé, avec une structure hiérarchisée qui serait capable de mobiliser les gens pour prendre le pouvoir, et puis ensuite utiliser ce pouvoir pour créer le socialisme. Bakounine, en raison des idéaux anarchistes auxquels il adhère, en raison de sa méfiance du pouvoir et de l'autorité, est convaincu que c'est une erreur colossale que de penser comme ça. Il a à peu près cette expression prenez le plus grand révolutionnaire, mettez-le sur le trône de toutes les Russies, et vous en ferez un tyran dans quelques années. Je prédis, c'est à peu près sa formulation, qu'en Russie, si la révolution qui se produit prend la forme que Marx souhaite, on verra arriver une terrifiante bureaucratie rouge. Avec son mètre 99 et ses yeux impeccablement bleus, Bakounine, qui parle 5 langues, convainc rapidement des membres influents de l'Internationale, comme le Suisse James Guillaume, les Français Élie et Élisée Reclus, l'Espagnol Anselmo Lorenzo, l'Italien Malatesta ou un peu plus tard le prince russe Kropotkin. Et grâce à eux, l'anarchisme s'internationalise et devient la pensée la plus populaire parmi les différents courants du socialisme. Pour être honnête, et même en comptant large, le nombre des marxistes à cette époque dans l'Internationale était seulement de 1000 membres. Alors que les anarchistes, eux, étaient beaucoup plus nombreux. Il y en avait 60 000 en Espagne, 15 000 au Mexique, et leur fédération était bien plus puissante. Devenus effectivement majoritaires en nombre d'adhérents au sein de l'Internationale, les émules de Bakounine et de Proudhon sont particulièrement nombreux en France aussi. Quand éclate la Commune de Paris en 1871, les anarchistes sont donc aux premières loges. Et avec les autres révolutionnaires, ils se lancent à corps perdu dans l'insurrection. C'est un grand espoir, c'est un grand rêve. Tout à coup, une ville entière qui devient autonome, qui se défait des maîtres, qui se défait du vieux monde, qui réinvente tout. Pendant 73 jours, Paris s'insurge, fusille quelques généraux, brûle les cadastres, renverse les vieilles idoles et rend le pouvoir au peuple. Sur les ruines de l'ordre ancien, oubliez les divisions au sein de l'Internationale, les révolutionnaires essaient tous ensemble de bâtir un monde meilleur. On donne à chacun selon ses besoins, on nourrit les indigents, on alphabétise les illettrés, on soigne les infirmes. On sépare l'Église et l'État. Les arts redeviennent accessibles à tous. Les femmes s'éduquent, votent et disposent de leur corps. Et la ville fonctionne presque sans gouvernement. La Commune à la lettre n'est pas un événement anarchiste. Mais c'est la première tentative de destruction intégrale de l'État, de destruction immédiate de l'État. Il y a l'idée, d'un seul coup, d'un soulèvement et d'une prise en main à l'échelle d'une capitale de la vie économique, politique par la population elle-même. Même si la Commune n'est pas anarchiste, ceux qui se disent anarchistes ou ceux qui vont le devenir, comme Louise Michel, sont en première ligne. Et quand le mouvement s'étend aux grandes villes françaises, Bakounine en personne vient participer à l'insurrection lyonnaise. Il abolit l'État, l'espace de quelques jours, et croit lui aussi que le grand soir est enfin arrivé. Mais déjà, le pouvoir contre-attaque. Les communards élèvent des barricades et se préparent au combat. Au cours d'une longue semaine, dans le Paris d'Haussmann, une guerre civile a lieu où les travailleurs, hommes, femmes et enfants, affrontent une troupe armée et entraînée.
et la terreur contre-révolutionnaire est à la hauteur de l'effroi que la Commune a jeté dans les rangs de la bourgeoisie. La troupe fusille au hasard, la fine fleur du prolétariat est coupée. Paris se change en un immense charnier. Un massacre dont on n'a pas idée aujourd'hui. On a longtemps discuté sur le nombre de morts. 25 000, 30 000, c'est probablement plus près de 20 000. Mais tuer avec les fusils de l'époque, mettons 20 000 personnes en une semaine, c'est quasiment impossible. Ça veut dire que si on a arrêté de tuer le 28 mai 1871, c'est parce que la terre de Paris, parce que les caniveaux, parce que les égouts n'arrivaient plus à absorber le sang. La brutalité de l'écrasement de la Commune de Paris a choqué beaucoup d'ouvriers en Europe et dans le reste du monde. Et les anarchistes se sont dit, si l'État peut agir de la sorte, alors nous aussi nous avons le droit d'agir de la même façon. Ils se sont dit qu'il ne pouvait pas y avoir de changement pacifique. Parce que si on agit de manière pacifique, on est massacré, comme ont été massacrés les communards. Si vous êtes pacifiste, on vous exécute. Une part de la relève anarchiste est assassinée au cours de la semaine sanglante. Une autre est condamnée à la déportation dans les bagnes calédoniens. Les rares qui échappent à la mort et au châtiment de l'État connaissent l'exil et la misère. Les marxistes profitent de leur diminution pour achever de les exclure de l'international. Mais l'anarchisme survit. Traqué, grimé, Bakounine parvient à s'enfuir. Il rassemble ses dernières forces en Suisse, à Saint-Imier, dans sa forteresse jurassienne, pour y sceller un pacte qui marquera officiellement la naissance de son mouvement. À ce moment-là, ils sont une quinzaine, 12 jeunes gens qui ont entre 20 et 30 ans, qui viennent d'Espagne, d'Italie, de Suisse, et il y en a 3 qui sont un peu plus vieux qu'eux. Il y a Bakounine, un Espagnol et Gustave le Français, un communard. Et il crée une nouvelle organisation. Les historiens ne la mettent pas dans la liste des internationales. Enfin, c'est une nouvelle organisation. Hein. La dénomination qui lui est donnée et qui sera reprise à l'époque a le mérite d'une grande clarté. C'est l'international anti-autoritaire. Qui adopte toute une série de dispositions dans lesquelles on affirme clairement que le premier des devoirs de l'Association internationale des travailleurs, c'était la destruction de tout pouvoir politique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, clairement, il y a pour la première fois une création d'une organisation qui se fixe explicitement des objectifs anarchistes. À Saint-Imier, en signant un pacte d'amitié, de solidarité et de défense mutuelle, les anarchistes prennent leur indépendance. Ils se dotent d'une charte, d'une organisation et d'un programme. Horizontalité dans l'organisation et anti-autoritarisme, radicalité révolutionnaire et internationalisme, athéisme, liberté de parole et de pensée, égalité de tous et refus du jeu des partis, tous les aspects de la pensée libertaire sont rassemblés ici pour la première fois. Les anarchistes y inventent même une nouvelle arme dont l'emploi généralisé aurait la capacité de détruire tout pouvoir politique et de précipiter la révolution. L'instrument, le moyen de la révolution, c'est la grève générale. C'est un terme nouveau qui naît là, avec Saint-Imier. Alors ça n'est pas encore le syndicalisme, ça n'est pas encore moins en termes de comme concept, hein, l'anarcho-syndicalisme, mais tout y est là, tout est en place. Le but, c'est pas d'exister ou de se perpétuer, c'est d'aller à une révolution. C'est dans les jeunes États-Unis d'Amérique que cette arme nouvelle va être utilisée pour la première fois à grande échelle. Déposé par les grandes vagues de migration, l'anarchisme, ici aussi, a pris racine. Il a même trouvé, dans ces bataillons de pauvres qui viennent grossir les grands centres industriels du Nord, où le salariat ressemble tant à l'esclavage du Sud, un terreau favorable à son épanouissement. Car au début des années 1880, la guerre civile se prolonge dans des luttes sociales sévèrement réprimées, comme celle des cheminots de Pennsylvanie, où le gouvernement fédéral fait tirer à l'arme lourde sur les travailleurs. Les charges, baïonnettes au canon, font des dizaines de morts. Pour les nouveaux arrivants, le rêve américain se change souvent en long cauchemar. The common story of immigrant anarchists
L'histoire générale des émigrants, que ce soit les Italiens, les Allemands ou les Français, est toujours la même. S'ils sont des ouvriers qualifiés, ils ne trouvent que des emplois sous-qualifiés. S'ils sont des ouvriers sous-qualifiés, ils occupent alors les pires emplois. Et tous perdent leurs illusions en arrivant. Ils ne croient plus au système politique qui se prétend alors démocratique et républicain. Ils se rendent compte de toute la corruption. Et donc, nombre de ces immigrants, soudain, se radicalisent. Cette rencontre avec des idées radicales a notamment lieu à Chicago, où nombre de ces immigrés finissent par arriver. L'acier, le béton et la viande réclament des bras. Rongée par la naissante mafia à la solde d'industriels tout-puissants, la ville regorge alors de travailleurs ségrégés, de filles de joie et d'enfants des rues. Elle devient rapidement le foyer de la contestation. Chicago était le foyer de l'anarchisme aux États-Unis dans les années 1880. Les relations de travail dans cette ville étaient très dures. Il y avait peu de place pour la négociation et les compromis. Les tensions étaient très fortes. Elles opposaient les ouvriers qui vivaient dans une effroyable misère et l'élite économique locale qui refusait tout type de concessions. Inspiré par la nouvelle stratégie anarchiste, en 1886, un 1er mai, qui n'est encore qu'une date parmi d'autres, un mot d'ordre de grève générale est lancé. 340 000 travailleurs se rassemblent pour exiger la journée de 8 heures. La police disperse violemment les manifestants. Les murs se recouvrent d'appels à la vengeance. Le surlendemain, les anarchistes organisent une manifestation de protestation sur la place de Haymarket. Cet événement devient fondateur dans l'histoire du mouvement ouvrier. Les leaders anarchistes ont pris la parole. Mais à la fin de la manifestation, au moment où la police a voulu disperser les manifestants, quelqu'un a jeté une bombe. Elle a explosé au milieu des policiers et tué des agents. Il y a un mouvement de foule. La police se met à tirer. Les manifestants répliquent. Les Américains ont l'habitude encore aujourd'hui d'être armés. Mais les autorités, sans aucune preuve, ont considéré que c'étaient les anarchistes qui étaient responsables de ce désordre et de la bombe. Par la suite, la police de Chicago a raflé des dizaines et des dizaines d'anarchistes. Certains d'entre eux n'avaient même pas manifesté cette nuit-là. C'est vraiment un exemple classique de réaction. La police de Chicago a utilisé cette bombe pour justifier une répression beaucoup plus globale. 8 anarchistes sont accusés d'avoir jeté la bombe. Dans sa plaidoirie, le procureur reconnaît à demi-mot leur innocence. Nous savons que ces 8 hommes ne sont pas plus coupables que les milliers de personnes qui les suivaient, mais ils ont été choisis parce qu'ils sont des meneurs. Messieurs du jury, faites d'eux un exemple, faites-les pendre, et vous sauverez nos institutions et notre société. Sur les 8, 5 sont condamnés à mort. Louis Slings se suicide en prison. Les 4 autres, August Spies, George Engel, Adolf Fischer et Albert Parsons, sont pendus. Ce n'est qu'en 1893 que le gouverneur de l'Illinois a innocenté les anarchistes qui avaient été pendus. Il a confirmé que c'était le chef de la police de Chicago qui avait tout organisé, et même sans doute commandité l'attentat pour justifier la répression qui allait suivre. Ça a provoqué une immense colère, non seulement parmi les anarchistes, mais parmi les humanistes du monde entier. Ce procès avait été inéquitable. Et les anarchistes de Haymarket sont devenus des martyrs pour tous les anarchistes et tous les socialistes. Et par la suite, on pouvait voir leurs portraits partout, dans toutes les organisations ouvrières, non seulement en France, en Grande-Bretagne, mais jusqu'en Amérique latine. Le retentissement mondial de l'affaire d'Haymarket a pour conséquence l'adoption du 1er mai comme journée internationale des travailleurs. Dans les années qui suivent, des manifestations ont lieu partout
emmené par les anarchistes. Mais c'est en France que le massacre de Chicago va faire entrer l'anarchisme dans une nouvelle ère, celle des bombes et de la propagande par le fait. La propagande par le fait, qui n'a pas un auteur déterminé, est une expression spontanée de l'action révolutionnaire. Ce n'est pas nécessairement une explosion ou une bombe, mais juste une action qui dépasse les limites du discours. Au travers d'un geste exemplaire, les anarchistes pensaient qu'on pouvait mieux transmettre le message libertaire. Et puis ça met le révolutionnaire au défi. Il ne s'agit pas de faire comme ces révolutionnaires qui parlent et laissent agir les autres. Là, le révolutionnaire agit et il fait la preuve par les faits de sa crédibilité. Cette conception selon laquelle une action d'éclat pourrait créer l'étincelle révolutionnaire qui enflammera l'Occident convainc notamment un certain François Königstein, dit Ravachol. Il adhère au mot d'ordre de Louise Michel et Kropotkin, qui sont, avec Malatesta, les nouveaux théoriciens de l'anarchisme et qui ont appelé à la révolte permanente par la parole, par l'écrit, par le poignard ou la dynamite. Ravachol voit lui aussi, dans la toute nouvelle invention de Nobel, l'outil idéal pour détruire le vieux monde. Il se forme à la manipulation de la nitroglycérine et, à la suite de la répression féroce des premières manifestations du 1er mai en France, sa révolte se changeant soudain en fureur, il décide de passer à l'action. Le 1er mai 1891, les anarchistes décident de faire une journée de lutte et d'action. Pas une journée de défilé ordonné comme c'est devenu de nos jours. Et donc, il y a des échauffourées à Clichy, où les flics tapent sur les anarchistes et les anarchistes tapent sur les flics. Et puis, à Fourmies, dans le Nord, il y a une fusillade contre les femmes et les enfants qui sont devant le cortège. Et il y a plusieurs morts. Et c'est à cause de ça que Ravachol pose des bombes. Comme un symbole, Ravachol place ses bombes artisanales boulevard Saint-Germain et rue de Clichy. Devant les portes des appartements du juge et de l'avocat général qui ont condamné à de lourdes peines de prison 3 manifestants anarchistes, il dépose des valises. Les dégâts sont impressionnants. Ces bombes n'ont tué personne. Elles n'étaient que la réponse à la condamnation des manifestants anarchistes de Clichy. Mais la police française, les médias en France, mais aussi au Royaume-Uni et dans le reste du monde, ont alors fait de Ravachol, qui n'aurait pas dû être un personnage important de l'histoire de l'anarchisme, la face sombre du mouvement, son versant destructeur. Le mythe de l'anarchiste poseur de bombes vient de naître. Ravachol fait peur, on le traque. La préfecture se dote d'armes nouvelles. La police se réinvente en scientifique. L'une des premières fiches anthropométriques de l'histoire à réaliser, son portrait s'étale à la une de tous les journaux, et grâce aux nouveaux moyens de communication, son nom résonne dans le monde entier. Le Petit Parisien, le Petit Journal, le Journal et le Matin, les 4 journaux qui tirent entre 700 000 et plus d'1 million d'exemplaires par jour, les unes, notamment de leur supplément de Domenico le dimanche, font tout pour faire peur dans les chaumières. Mais, de façon effectivement générale, ces attentats n'ont pas provoqué immédiatement une réaction hostile de toute l'opinion publique. Bien au contraire, Ravachol recueille même plutôt la sympathie du peuple, pour lequel il devient une sorte de héros, comme Mandrin aux cartouches, un vengeur auquel on écrit, sur l'air de la Carmagnole, des chansons. Dansons la Ravachol, vive le son, vive le son. Dansons la Ravachol, vive le son, l'explosion. Pour devenir un exemple de pure révolte, l'anarchiste doit payer de sa personne. Ce n'est pas le terroriste qui fait son attentat et s'enfuit. Au contraire, l'anarchiste doit affronter à visage découvert la société et devant le tribunal revendiquer ses actes. Il doit se servir de son procès comme un formidable mégaphone et faire résonner partout le nom de l'anarchisme. Fidèle à la stratégie de la propagande par le fait, quand 3 jours seulement après l'explosion de sa dernière bombe, Ravachol est arrêté, il assume ses responsabilités.
À son procès devant le tribunal de la Seine, alors qu'il sait qu'il joue sa tête, il soutient son geste. Il y a actuellement un trop grand nombre de citoyens qui souffrent tandis que d'autres nagent dans l'opulence. Cela ne peut durer. Aujourd'hui, les anarchistes sont assez nombreux pour renverser les choses. Il ne faut pour cela qu'une poussée. Et la révolution s'opérera. Ravachol est condamné aux travaux forcés à perpétuité, mais rattrapé par une vieille affaire de droit commun, il est condamné à mort. Et c'est par un froid matin, à Montbrison, que sa voix qui allait crier « Vive la Révolution » est coupée par le couteau de la guillotine. Son exécution, loin d'effrayer les autres libertaires, apparaît comme une déclaration de guerre. La presse anarchiste réclame vengeance. On assiste alors à un véritable emballement. Chacun s'y met, encouragé par des publications qui, de rubriques d'études scientifiques en exposé d'arsenal anti-bourgeois, acquièrent rapidement le surnom de presse dynamite. Des bombes explosent un peu partout. Le restaurant où Ravachol a été arrêté est dynamité. Auguste Vaillant, le Guy Fawkes français, prend d'assaut la Chambre des députés. Léon Léautier attaque au tranchet. Amédée Powell se fait exploser devant l'église de la Madeleine. Émile Henry fait plusieurs morts en posant des bombes, dont une au hasard dans le restaurant de la gare Saint-Lazare. On dynamite Faubourg Saint-Jacques, rue Saint-Martin, rue de Vaugirard. À Angers, Le Havre, Boulogne-sur-Mer, Marseille et à Lyon, où cette escalade dans la violence atteint son apogée à la suite de l'assassinat du président de la République Sadi Carnot par un anarchiste de 20 ans, un jeune boulanger venu d'Italie. Caserio, Sante Hieronimo Caserio, profite de la visite du président Sadi Carnot à Lyon pour l'assassiner. Carnot avait été prévenu, il avait été prévenu d'ailleurs par la police mais aussi par les anarchistes, que le sang de ceux qui avaient été condamnés à la guillotine lui retomberait sur les mains. Sadi Carnot est assassiné et il meurt sous le couteau à Lyon. La mort de Sadi Carnot est un coup de tonnerre. On lui fait des funérailles nationales, ses cendres sont mises au Panthéon. Son assassin est rapidement jugé et mis à mort. Et pour ne pas que sa tombe devienne un lieu de pèlerinage, les restes de Saint Geronimo Caserio, anarchiste et martyr, sont jetés dans une fosse anonyme. Mais cela ne suffit pas et la répression se généralise. À ce moment-là, en France, on va faire adopter ce qu'on appelle les lois scélérates, des lois qui interdisent toute propagande anarchiste et assimilée à une association de malfaiteurs et en même temps toute propagande antimilitariste. Et donc, il y a une mise en fiche de la quasi-totalité des militants qui est réalisée à ce moment-là, y compris des malheureux qui étaient tout simplement abonnés à telle ou telle revue libertaire. Né à Kharkov, Jean Turin, né à Bordeaux, Cohen, Joseph, Mickey, né à Ferdinand, Gauthier, Jean-Joseph, né à Grenoble, policier, Grand Didier Alfred, Delors, né à Saint-Denis, Jean-Baptiste, peintre en né à bâtiment. Marvejol, typographe, En même temps, c'est des informations ahurissantes. Les anarchistes très dangereux, quand on les connaît, c'est un ouvrier horloger du Val de Saint-Imier qui prononce quelquefois des phrases un peu incendiaires, mais qui de nous n'a jamais dit pendez-les tous ou mort aux flics, mort aux vaches. On l'a tous fait. La panique gagne le monde. Les rumeurs les plus folles courent de ministère en consulat. Les anarchistes complotent. Ils sont une menace pour la sécurité des nations. À l'image des États-Unis d'Amérique, les gouvernements se dotent de lois contre le péril noir. L'idée d'une conspiration terroriste, d'une conspiration internationale, est alors apparue. C'est la première fois que le concept de guerre à la terreur était utilisé. Dans le New York Times, en 1894, on a commencé à lire des titres sur la nécessité d'exterminer le terrorisme. C'était déjà ces termes très mélodramatiques qui étaient employés. Pour faire la guerre à cette internationale noire tout imaginaire, une bien réelle internationale policière se met en place. Les gouvernements de 21 pays organisent la Conférence internationale pour la défense sociale contre les anarchistes, où sont jetées les bases de ce qui deviendra Interpol. À Rome, en 1898, a lieu la conférence anti-anarchiste qui rassemble tous les gouvernements. Parce que tous les gouvernements, les rois, les princes, sont tous terrorisés à l'idée de se faire assassiner par un anarchiste. Mais tout ça ne sert à rien, puisque le 29 juillet 1900, en Italie, le roi Umberto Ier est assassiné par un anarchiste, Gaetano Bresci.
Et avec lui, malgré la répression et les lois d'exception, les têtes couronnées et les chefs d'État tombent comme à Gravelotte sous les coups des anarchistes. Le tsar de Russie, les présidents d'Uruguay, d'Équateur, du Salvador. En Espagne, le président du Parti conservateur et au Portugal, le roi et le prince héritier sont tués. À Genève, Luigi Lucchini poignarde l'impératrice Élisabeth d'Autriche, plus connue sous le nom de Sissi. À Madrid, le président du Conseil espagnol est assassiné. Et ainsi de suite, jusqu'à la guerre où Alexandros Kinas tue le roi des Grecs et Gavrilo Princip, l'archiduc d'Autriche et sa femme. Mais face à la propagande par le fait des anarchistes, l'État fait de la propagande. Et quand il se trouve des entrepreneurs malins, l'anarchisme peut aussi servir à faire la promotion de ses petites affaires. Comme c'est ici le cas d'Edison, qui profite de l'exécution de Leon Chilcoch, l'assassin du président des États-Unis, McKinley, pour promouvoir ses deux nouvelles inventions, le cinéma en 35 mm et la chaise électrique. En réalité, le nombre de ces attentats n'est pas si élevé. Les historiens s'accordent à dire qu'il y a eu moins de 200 morts dans toute la période de la propagande par le fait. Mais à la fin du XIXe siècle, pour les anarchistes, un fait est sûr. La stratégie de l'attentat a montré ses limites. Elle n'a nulle part précipité d'insurrection et a plutôt contribué à décrédibiliser la cause libertaire. Pour les théoriciens, il est urgent de revenir à l'essentiel. À la fin du XIXe siècle, beaucoup d'anarchistes, et même ceux qui avaient au départ accepté cette stratégie, ont commencé à rejeter la propagande par le fait et à dire que c'était une stratégie qui ne menait nulle part. C'est notamment le cas d'Enrico Malatesta, qui a dit « Le problème, c'est que ça nous a éloignés des luttes. Là où les anarchistes doivent être, c'est au cœur des luttes sociales. » Et donc, à la fin des années 1890, les anarchistes reviennent dans le mouvement social. Et c'est ainsi que naît le syndicalisme révolutionnaire. Depuis quelques années, un peu partout, les travailleurs ont conquis le droit de s'organiser en syndicats. Mais c'est avec la création des bourses du travail, puis de la CGT, qu'anarchisme et syndicalisme vont fusionner pour donner naissance au syndicalisme révolutionnaire, que l'on désignera plus tard sous le terme d'anarcho-syndicalisme. Mes recherches montrent que le syndicalisme est fondamentalement une stratégie anarchiste. Bien sûr, c'est né en dehors du mouvement anarchiste, et c'est quelque chose que les anarchistes ont ensuite adopté. À l'intérieur de cette stratégie, les bourses du travail occupent une place particulière. Le grand promoteur du mouvement des bourses du travail est un jeune anarchiste qui s'était fait connaître en s'opposant à la stratégie de l'attentat. C'est quelqu'un pour qui j'ai une très grande admiration, c'est Pelloutier. Alors, c'est un Français, Pelloutier, qui meurt très jeune, à 30 quelques années, en s'étant tué à la tâche, littéralement. Mais il va fonder cette idée de bourse du travail. Qu'est-ce que c'est que ces bourses du travail? Tout comme le nom l'indique, c'est une bourse, c'est-à-dire un endroit où l'on vient pour négocier son travail, c'est-à-dire pour chercher un travail. Au départ, c'est simplement, effectivement, pour permettre à ceux qui n'avaient pas de travail d'en trouver. Et puis rapidement, les bourses du travail deviennent des écoles professionnelles, des écoles, des bibliothèques. On y discute, on y élabore une véritable pensée. Alors pour un étranger comme moi, parce que quand je vais en France, je trouve ça très émouvant de voir ces bâtiments-là. C'est des bâtiments habituellement assez imposants, hein, c'est très beau. Que les ouvriers se sont payés eux-mêmes avec leurs économies. Et dans ces bâtiments-là, il y avait une incarnation des idéaux sociaux, politiques, économiques qu'ils défendaient. Il y avait des lieux de défense des travailleurs immédiats. C'était des lieux où on incarnait véritablement ce qu'on voulait voir plus tard dans la société. C'était des lieux où on commençait à donner les prémices de la société de demain et on commençait à donner des outils pour lutter pour y parvenir.
On y trouvait typiquement, on pouvait y trouver un musée du travail, on pouvait y trouver des cours du soir. Il y a des débats, des conférences, des spectacles aussi le dimanche où les ouvriers viennent en famille, et des spectacles un peu exigeants, élevés. Enfin, c'est vraiment des foyers d'éducation populaire. Donner à l'ouvrier la science de son malheur, la formule de Pelloutier. Il y a encore une fois cette idée que la situation objective, elle est connaissable, on peut la connaître, et si on donne les informations pertinentes aux gens qui sont concernés, ils comprendront la situation dans laquelle ils se trouvent et ils seront vraisemblablement intéressés à la transformer, cette situation-là. Donc c'est cette idée que la connaissance du monde est un préalable à la volonté de le transformer. On retrouve cette idée-là chez les anarchistes, on retrouve cette idée-là chez Pelloutier. Le nombre de bourses du travail explose. Sous la pression des travailleurs, les villes se dotent de palais du peuple. On en compte près d'une centaine au début du siècle. Elles fusionnent avec la CGT qui regroupe alors des milliers de syndiqués. S'ils ne sont pas tous libertaires, loin s'en faut, il se donne pour secrétaire aux fédérations Émile Pouget, un anarchiste consommé qui considère lui aussi que c'est le syndicat et non le parti politique qui doit avoir un rôle central, stratégique et révolutionnaire. C'est l'âge d'or, au fond, du mouvement syndical. On est bien dans le syndicalisme d'action directe, dans ce que je préférerais appeler même le syndicalisme autosuffisant. Il n'y a pas besoin de relais politique. Il n'y a pas à distinguer ce qui relève du politique avec des élections, avec des partis qui, par le vote, obtiendraient un certain nombre de réformes, et puis le syndicat qui se contenterait au fond des réformettes ou des petites mesures qui ne concernent que les travailleurs de telle usine. Non. Le syndicalisme doit être capable de rebattre toutes les cartes et de changer radicalement la société. Cette conception globale du rôle du syndicat amène les anarchistes à refuser la stratégie des urnes. Le vote, loin de leur apparaître comme l'exercice d'un droit, est bien plutôt conçu comme une légitimation de l'ordre établi. À chaque élection, ils prônent un abstentionnisme radical. Ils savent bien que le vote, c'est une arme tout à fait illusoire, que ça change rien, dans la mesure, notamment, où dans la meilleure des démocraties, les 10 représentants du peuple n'ont aucun compte à rendre au peuple qui les a élus. C'est pas un refus de la démocratie, c'est une contestation de ce qu'on nous donne habituellement comme étant la démocratie. Alors, ils imaginent des manières de fonctionner. Alors, dans les mouvements anarcho-syndicalistes, il y avait des délégués, mais ils étaient révocables en tout temps. Alors, c'est une façon différente de penser la politique. Pour changer les choses dans cette manière différente de penser la politique, les anarcho-syndicalistes préfèrent utiliser l'arme forgée à la suite du congrès de Saint-Imier. Et c'est ainsi que partout dans ce XXe siècle naissant, on voit fleurir le même mot d'ordre, grève générale. L'idée peut paraître simpliste vue d'aujourd'hui, mais elle est en même temps révolutionnaire. Si toutes les usines s'arrêtent de travailler, comment les capitalistes pourront-ils continuer à toucher leurs capitaux, à toucher leurs dividendes, puisqu'il n'y aura plus rien? Et si tout le monde en même temps fait la grève, ça suppose pour certains l'économie de l'insurrection. La société s'écroulera d'elle-même sans qu'il soit besoin d'une violence extrême, puisque la bourgeoisie ne pourra pas faire front. Ce sera déjà la société sans État, puisque l'État n'aura plus de raison d'être. C'est pas l'idée, au fond, de tuer ou de mettre en prison les bourgeois, les capitalistes. C'est les tuer dans leur essence de capitalistes. S'il n'y a plus de capitaux produits, il n'y a plus de capitalistes. En revanche, le capitalisme, lui, tue. Comme à Courrières en 1906, où a lieu l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire ouvrière. À la suite d'un coup de grisou et d'un coup de poussier, les mines s'enflamment. Afin de préserver le gisement de charbon, les propriétaires bouchent la mine. Plus de 1500 mineurs sont pris au piège des flammes, des gaz et de l'obscurité. Seuls 24 en reviendront. Aussitôt, les mineurs se mettent en grève. Les femmes en tête réclament justice. Les anarchistes sont en première ligne. Clémenceau, qui vient d'être nommé ministre de l'Intérieur, envoie la troupe. 20 000 soldats chargent les manifestants. En réponse, pour le 1er mai 1906, les syndicalistes libertaires de la CGT exigent la journée de 8 heures et appellent à la grève générale. Il y a comme un avant-goût du 36 ou de mai 68. Dans les bourses du travail, si les anarchistes font des soupes populaires et jouent à l'orchestre, ils savent que bientôt viendra l'heure de l'affrontement. En plein cœur de cette époque qui n'est pas belle pour tout le monde, les travailleurs se préparent.
La bourgeoisie tremble, la France retient son souffle. Il y a toute une fébrilité autour de ce 1er 1906 qui doit être le départ de la grève générale. Donc il y a une attente presque millénariste. On voit des banderoles dans tant de jours nous serons libres. Et c'est actualisé au fur et à mesure qu'on se rapproche de la date fatidique. Et il y a une véritable panique qui saisit la bourgeoisie à l'approche de ce 1er mai 1906. Et à Paris, il y a 45 000 hommes de troupes pour empêcher toute manifestation de se tenir. Donc il y a la tactique du manège et des dragons qui tournent en rond sur les places. Il va y avoir des affrontements autour de la place de la République. C'est vraiment des charges sabre au clair. Et quand on frappe, c'est bien souvent avec le tranchant. Il y a un nombre de mutilations incroyable. Et puis il y a des morts, pas mal de morts aussi. Malgré les arrestations, les blessés et les morts, les anarchistes remportent ici tout de même une grande victoire. Ils font la preuve qu'ils peuvent mobiliser les travailleurs et obtenir gain de cause. Car si la journée du 8 heures n'a pas été obtenue, le gouvernement a tout de même été obligé de lâcher, sous la pression, un jour de repos. Le syndicalisme révolutionnaire est alors au fait de sa popularité. La charte d'Amiens, adoptée quelques semaines plus tard, symbolise son triomphe et demeure aujourd'hui encore le codex du mouvement syndical en France et dans le monde. Car au début du XXe siècle, l'anarcho-syndicalisme fait des petits un peu partout. La CNT en Espagne, qui regroupera bientôt près de 2 millions de travailleurs. La FORA, qui structurera la vie politique argentine jusque dans les années 50, ou encore les IWW aux États-Unis d'Amérique, qui prennent pour emblème un chat noir et un sabot que les ouvriers français glissaient dans les machines pour les casser, et qui, dans de très nombreuses langues, formera l'étymologie du mot sabotage. Si vous prenez une carte du monde, alors vous verrez que le mouvement anarcho-syndicaliste s'est développé dans toute l'Amérique latine et dans toute l'Europe. Si l'on parle d'une présence certes minoritaire, mais avec une influence énorme, alors vous trouverez l'Europe de l'Est, l'Afrique du Nord et jusqu'en Extrême-Orient. Le syndicalisme révolutionnaire s'est implanté aussitôt dans le monde entier, surtout dans les pays capitalistes industrialisés. Avec ces organisations qui voient le jour tout autour du monde et leurs publications qui tirent dans toutes les langues, le courant syndicaliste révolutionnaire parvient à toucher des franges de la population jusqu'alors négligées par les autres courants politiques. Et grâce à elle, l'anarchisme étend son influence et accroît sa force d'impact. Au fur et à mesure de l'implantation des syndicats anarchistes, ceux-ci se dotaient toujours de sections féminines. Ce ne sont pas des ghettos, car ces sections féminines étaient vraiment aux avant-postes de la Révolution. Et je crois que c'est important de comprendre ça, car les femmes jouaient alors un rôle de pionniers. Et ces sections féminines devenaient aussitôt, en quelque sorte, des avant-gardes révolutionnaires. Esclaves entre tous les prolétaires, ce sont effectivement des femmes qui mènent ces luttes syndicales et ouvrent pour l'anarchisme de nouveaux fronts. Le mouvement libertaire devient ainsi, en ce temps où les femmes n'ont pas le droit de vote, ni celui d'avoir un compte en banque, le seul mouvement révolutionnaire à avoir des figures féminines de premier plan. On se souvient de Louise Michel, la communarde réprouvée devenue héroïne populaire, et d'Emma Goldman, l'émigrée russe surnommée la femme la plus dangereuse d'Amérique. Mais il y a encore Voltairine de Clerc, dont le talent littéraire n'aura d'égal que le foisonnement de la pensée, Leda Raffanelli, la militante convertie à l'islam et figure marquante de l'anticolonialisme au Proche-Orient, ou Virginia Bolton, qui, avec le sous-titre « Ni Dieu, ni Maître, ni Marie », publie le premier journal féministe de l'histoire. Sans oublier Lucy Parsons, dont l'époux accusé à Haymarket avait été l'un des 5 martyrs de Chicago et qui, née esclave, deviendra l'une des premières militantes de la cause noire. Connues et reconnues, ces femmes qui remplissent des salles sur leur seul nom sont admirées par les sympathisants anarchistes et craintes par les pouvoirs établis, qui n'hésitent pas à les enfermer, à les déporter et même à les exécuter, comme ce fut le cas de Kano Sugako, journaliste féministe et martyre japonaise, qui finira pendue au crépuscule du soir après avoir été accusée à tort de haute trahison. Mais en dépit de la participation de ces personnalités, le syndicalisme révolutionnaire n'en finit pas moins par montrer ses limites. Et Malatesta, encore lui, s'en inquiète qu'il le voit devenir un mouvement légalitaire dans lequel les anarchistes semblent avoir oublié ce qu'ils sont,
et ce pourquoi ils luttent. Ce que Malatesta critique alors, c'est ce syndicalisme apolitique, de ventre mou, qui n'ose pas contester le pouvoir. Un syndicalisme qui jette la confusion et veut juste perdurer, qui n'admet pas que son objectif final doit être la destruction de tout pouvoir politique. Ce rappel du but final de l'action syndicale est d'autant plus urgent que, rien qu'en 1905, on compte une révolution en Russie, des manifestations insurrectionnelles en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, un vendredi rouge en Hongrie, une rébellion en Crète, une grève générale en Pologne, une semaine rouge au Chili, un mouvement de masse en Inde, le commencement de l'ère de la violence populaire au Japon, des soubresauts révolutionnaires en Mongolie ou encore une révolution constitutionnelle en Perse. Et partout, les anarchistes sont à la manœuvre. Mais malgré ces larges mobilisations, comme en Macédoine lors de l'insurrection à la fois nationaliste et libertaire d'Ilinden, tous ces mouvements sont noyés dans le sang. Et c'est dans ce contexte de répression généralisée, on l'oublie trop souvent, que certains anarchistes vont reprendre la voie des armes, comme au temps de la propagande par le fait, mais avec, cette fois, la conscience de la vanité de leurs gestes et l'assurance de la tragédie qui les attend. Car notre sang bleu est noir, notre drapeau rouge est noir, notre étoile jaune est noire, notre vie en rose est noire. Oui, notre sang bleu est noir, notre drapeau rouge est noir, notre étoile jaune est noire, notre vie en rose est noire. Oui, notre sang bleu est noir, notre drapeau rouge est noir, notre étoile jaune est noire, notre vie en rose est noire. Black, 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 et on fait bloc. Louise Michel, Voltairine de Clercq, Emma Goldman, Pierre-Joseph Proudhon, Buenaventura Durruti, Ricardo Flores Magón. Les figures de l'anarchisme ont écrit, voyagé et semé la pensée libertaire. Les grandes vagues de migration qu'il avait déjà portées vers les États-Unis d'Amérique l'ont aussi amené dans les contrées les plus reculées du globe. En Palestine ou en Égypte, parmi la diaspora juive ou dans les communautés indiennes, aux confins du continent africain, comme dans tout l'Orient et jusque dans l'empire du soleil levant, les anarchistes sont partout. Au début du XXe siècle, tout semblait donc aller pour le mieux dans le meilleur des mondes libertaires possibles. L'anarchisme était à ce point devenu un élément du paysage social qu'on pouvait voir des révolutionnaires arborer leur drapeau noir sur les toutes nouvelles cartes postales. Et quand ils étaient arrêtés, c'était seulement déguisés en nourrices pour les besoins d'une production comique des frères Pathé. Comble de l'ironie, en 1910, Armand Fallières, le nouveau président de la République française, pouvait même se rendre en personne à Besançon pour inaugurer en grande pompe, avec Marseillaise et défilé des gardes suisses, une statue monumentale à la gloire du père de l'anarchisme, Pierre-Joseph Proudhon. Mais dans la coulisse, la condition des travailleurs reste très difficile. Et devant l'imminence d'un conflit mondial, la nécessité d'un grand changement se fait plus que jamais ressentir. Et c'est ainsi que, de France au Mexique et d'Espagne en Ukraine, dans une période pleine de bruit et de fureur, les anarchistes vont essayer de détruire une fois pour toutes le vieux monde. Ce n'est pourtant pas avec une révolution que le XXe siècle libertaire commence.
ni en 1907, à Amsterdam, lors de ce congrès international où la crème de l'anarchisme mondial était parvenue à se mettre plus ou moins d'accord sur la nécessité d'organiser le mouvement en fédération nationale capable de répondre à la mobilisation en cas de guerre par la grève générale et l'insurrection. Mais le XXe siècle libertaire commence bien plutôt de manière spontanée à une date indéterminée, en des lieux oubliés, avec ces femmes et ces hommes d'un genre nouveau qui créent l'un des autres grands courants du mouvement anarchiste, l'individualisme. Descendants des Lumières et héritiers du romantisme, les individualistes sont les enfants terribles de leur temps. Ils lisent Nietzsche et Stirner, prônent une objection de conscience généralisée et entendent mener immédiatement, en rupture avec les principes autoritaires en cours dans la société, une existence pleine et entière. C'est des gens dont j'ai examiné les trajectoires cas par cas. Et ce qu'ils veulent, c'est pouvoir travailler de leurs mains, mais aussi de leur tête, enfin, être des hommes complets. Ils veulent avoir la vie bonne, ce qu'ils estiment être la vie bonne, et ce qui est très loin de la vie facile, hein, d'ailleurs, aujourd'hui, maintenant, ici et maintenant. Ce désir global de changement qui conduit les individualistes à rejeter le travail, la famille, la patrie, tous les fondements de la morale bourgeoise, les amène à proposer des alternatives de vie. Et ces pratiques nouvelles qu'ils inventent alors font d'eux aussi de vrais révolutionnaires. Ça va concerner absolument tous les aspects de la vie, la sexualité, l'éducation, les vêtements. Donc ils vont prôner la nudité, les femmes vont abandonner le corset, les chapeaux, tous les vêtements contraignants. À la place du mariage, ils vont préconiser l'union libre. Ou alors certains, l'amour libre. Et éventuellement plural, il n'y a pas d'inconvénient à aimer plusieurs personnes à la fois, et pour les femmes et pour les hommes. Enfin ça c'est la doctrine, bien sûr dans les faits, il y a beaucoup de grincements de dents et de souffrances. Bien qu'ils soient individualistes, ces anarchistes ne s'en regroupent pas moins. Et à défaut de changer le monde, ils décident de changer d'univers. Ils créent dans les villes des Athénées libertaires ou des colonies agricoles à la campagne. Et partout, ils partent mettre en cohérence leurs idées et leurs actes, comme ici, en Palestine, où des anarchistes juifs fondent des Gagnats, la mère des kibbutzim. Mais c'est surtout en Amérique latine que de véritables villes libertaires voient le jour. Il y a la Nouvelle-Australie où s'installa notamment Mary Gilmore, ou encore la Colonia Cecilia, fondée au Brésil par Giovanni Rossi et un groupe d'anarchistes italiens, dont il ne reste qu'une seule image. Pendant 4 ans, ces libertaires abolissent les hiérarchies, la religion et l'argent, s'organisent en conseil, s'aiment librement et chantent des chansons. Terra di ladri, coi miei compagni vado in esilio e tutti uniti a lavorare formeremo la colonia sociale e tu borghese ne paghi il fio. Tutto precipita, re patria e Dio, e l'anarchia, forte e gloriosa, e vittoriosa trionferà, sì, trionferà. Mais l'anarchie ne triomphe pas, et ces colonies, véritables contre-sociétés qui devaient être le germe du monde nouveau, ferment les unes après les autres. Certains individualistes se disent alors que si pour changer la société, il faut bien changer l'individu, pour changer l'individu, il faut reprendre le mal à la racine. Or, selon eux, l'école bourgeoise inculque dès l'origine aux enfants des valeurs autoritaires et centralise tous les dispositifs de pouvoir. Il faut donc s'y attaquer et y porter la révolution. Ils se font alors éducationnistes réalisateurs et conçoivent des pédagogies nouvelles où l'antique paideia se mêle aux principes libertaires. La tâche de l'anarchiste, c'est d'être un éducateur. C'est-à-dire, il faut en quelque sorte faire l'homme nouveau avant de faire la société nouvelle. Il y a une très grande exigence d'élévation intellectuelle, sensorielle, physique même. Il ne néglige aucun des aspects de la vie. Des expériences de nouvelles formes d'éducation fleurissent aussitôt à travers le monde. La ruche de Sébastien Faure ou l'orphelinat de Sampuy de Paul Robin. Mais l'une des plus complètes est l'école moderne, fondée en Espagne sur des principes anti-autoritaires par Francisco Ferrer. Francisco Ferrer est un pédagogue anarchiste très important. Il a créé le mouvement des écoles modernes. L'idée était de faire une éducation séculaire, laïque,
non seulement à destination des enfants, mais aussi des adultes, basée sur des relations égalitaires entre les élèves et les professeurs. C'est une éducation intégrale, c'est-à-dire qu'elle doit être à la fois manuelle et intellectuelle. L'enfant doit savoir à peu près tout faire. Elle est fondée exclusivement sur l'usage de la raison, c'est-à-dire on ne veut rien imposer à l'enfant de l'extérieur. Nous ne craignons pas de le dire. Nous voulons faire des hommes dont l'indépendance intellectuelle sera la force suprême, qui ne se soumettront jamais à rien, capables de discerner ce qui est bon et qui aspireront à vivre 1000 vies en une seule. La société craint de tels hommes, et il ne faut pas attendre d'elles qu'elles soutiennent jamais une éducation capable de les produire. C'est ça qui est fascinant quand on lit les anarchistes sur l'éducation, et à mon avis, c'est parmi les rares théoriciens de l'éducation qui sont conscients de ça, ils se méfient d'eux-mêmes. Ils ont une telle méfiance à l'endroit de l'autorité illégitime, y compris en éducation, que leur réflexion sur l'éducation comporte une profonde réflexion sur les risques d'endoctrinement que porte leur projet. Alors vous allez lire des mots, je cite presque textuellement, « Rappelons-nous toujours que nous ne voulons pas faire de bons petits anarchistes. Méfions-nous toujours de notre propre pouvoir sur les enfants. Nous tentons de faire des hommes libres. Il se pourrait qu'ils pensent autre chose que nous plus tard. C'est à ça qu'on reconnaîtra qu'on a véritablement fait des hommes libres. » Ces écoles laïques et libertaires, où les enfants posent en cagoule, suscitent bien sûr le fantasme, et leur succès inquiète autant le clergé que la bourgeoisie. Il faut arrêter au plus vite Francisco Ferrer, leur fondateur qui s'est pourtant toujours opposé à toute forme de violence. Une occasion est trouvée au cours de la semaine tragique de Barcelone de l'inculper à tort. Il est très vite visé par la répression, qui en 1909 l'accuse d'avoir fomenté la grève générale de Barcelone et le condamne à mort. Il va y avoir une solidarité internationale qui va se développer sur tous les continents, aux États-Unis, en Australie, en Europe, dans toutes les grandes villes d'Europe. Il y aura des manifestations pour empêcher l'exécution, il y aura des pétitions, il y a même des gouvernements qui vont intervenir pour demander au gouvernement espagnol de l'épargner, mais Ferrer est exécuté. Et alors, quelques heures après son exécution, des foules se rassemblent partout dans les grandes villes, mais notamment à Paris. L'émeute parisienne sera la plus spectaculaire de toutes, le 13 octobre 1909 exactement. Il va y avoir une émeute d'une intensité extraordinaire. Les terrassiers, qui sont vraiment la fleur du prolétariat de cette époque, arrivent pioche à l'épaule, dépavent les avenues, mettent à nu les conduites de gaz, les percent, les enflamment. Paris est transformé en brasier. L'assassinat de Ferrer par la justice espagnole, qui provoque les échauffourées les plus violentes depuis la Commune, a ses équivalents dans le monde entier. Il y aura celui de Kotoku au Japon quelques mois plus tard, ou ceux de Sacco et Vanzetti aux États-Unis d'Amérique, qui déclencheront tous d'immenses mouvements de solidarité internationale. Devant cette violence d'État qui frappe des humanistes innocents, de nombreux libertaires ressortent les armes et attaquent la société dans ce qu'elle a de plus cher. Partisans du vol qu'ils préfèrent nommer expropriation, reprise individuelle ou banditisme révolutionnaire, afin de précipiter en Europe une révolution qu'ils ne voyaient plus venir, ces anarchistes s'en prennent partout à la propriété. Et avec eux, le braquage se changeait soudain en stratégie révolutionnaire. Le problème est très simple. Si je suis un révolutionnaire opposé au capitalisme, pour quel mystérieux motif est-ce que je n'attaquerai pas une banque? Pourquoi ne pas exproprier la banque pour financer la révolution? Après, on peut discuter des méthodes. Je ne parle pas de tuer la petite vieille qui attend au guichet. Je parle d'un assaut radical du capitalisme sous la forme d'une attaque de banque. Aux yeux d'un révolutionnaire, ça n'a rien de scandaleux. Entre parenthèses, même Staline le faisait. Tous les révolutionnaires s'y mettent en effet, mais ce sont les anarchistes qui systématisent ces tactiques et associent momentanément leur nom au plus grand braquage de l'époque. Il y aura Buenaventura Durruti, le plus grand terroriste d'Espagne, avant de devenir le leader de la révolution anarchiste en Catalogne, qui met à sac, avec les Solidarios, une partie de l'Europe et de l'Amérique latine. Il y aura Severino Di Giovanni, l'ennemi public numéro 1 argentin, qui réalisera le vol le plus important jusqu'alors de l'histoire de son pays. Il y a en Ukraine Nestor Makhno, qui, au sein de l'Union des laboureurs pauvres, exproprie
et redistribue les biens confisqués. Mais en France, c'est Marius Jacob, qui œuvre au sein de la bande des travailleurs de la nuit, qui marque alors les esprits. C'est quelqu'un de très bien organisé, très doué pour cette activité. Marius Jacob, il cambriole des commerces, des églises, bien sûr, des particuliers riches, mais dans la mesure du possible, sans violence aucune, et même avec une certaine élégance, puisqu'il peut laisser des petits messages ironiques à destination de ceux qu'il a cambriolés. Oui, je vous ai volé un mouchoir de poche d'une valeur de 250 francs. Un mouchoir de 250 francs. N'est-ce pas une insulte à la misère ? Marius Jacob, l'anarchiste cambrioleur, qui, bien qu'ayant commis plus de 500 cambriolages, gardait pour lui juste de quoi vivre, servira de modèle à Maurice Leblanc pour concevoir son personnage d'Arsène Lupin. Mais l'État, qui veut envoyer un message aux anarchistes tentés par l'illégalisme, l'arrête et, malgré ses bons mots, lui applique un châtiment exemplaire. Lui qui n'avait jamais versé le sang est condamné à la guillotine sèche des travaux forcés à perpétuité au bagne de Guyane. Pour les bandits révolutionnaires, le signal est clair. Puisque le pouvoir envoie à la mort même des innocents, il vaut mieux tuer avant que d'être tué. En 1911, c'est à Londres que se déroule la première grande confrontation entre bandits révolutionnaires et forces de l'ordre. Pendant plusieurs heures, au cours de ce que l'histoire de l'anarchisme a retenu sous le nom de bataille de Stepney, un siège a lieu au Sansinet Street. À l'aube, le quartier est entièrement bouclé. 2 anarchistes retranchés dans une petite maison opposent une résistance farouche à plus de 800 policiers et membres de la garde écossaise. Les opérations sont dirigées par le ministre de l'Intérieur, un certain Winston Churchill, que l'on voit ici à gauche, en haute forme. Ne parvenant pas à les déloger, Churchill fait donner l'artillerie et incendie la maison. Les 2 révolutionnaires meurent brûlés vifs. Les actualités ont envoyé leurs caméras et une foule considérable s'est massée pour assister au spectacle. Mais était-il ici, parmi les curieux, ce jeune mécanicien dont la légende dit qu'il était à l'époque le chauffeur à Londres de Conan Doyle? Un fait est sûr, c'est en revenant en France l'année suivante qu'il décide de passer à l'action en formant une bande dont le nom va bientôt faire trembler l'Europe, la bande à Bono. Les bandits tragiques, je préfère cette appellation, parce que premièrement, c'est pas une bande soumise à l'autorité d'un chef, et si chef il y avait, je vois pas pourquoi ce serait Bono plus qu'un autre. Ils sont des militants anarchistes, des militants individualistes, convaincus, avec un passé de lutte derrière eux, comme le jeune Octave Garnier, par exemple, qui a été emprisonné à la suite d'une grève de terrassiers, durement frappé par la police, et qui a trouvé dans l'individualisme ce qu'il cherchait, finalement. Austères doctrinaires, dont la vie est exemplaire, ces hommes ignorent le tabac, l'alcool, le jeu et le bordel. Ils fréquentent le journal L'Anarchie, dirigé par Victor Serge. Mais c'est grâce à leur connaissance de la mécanique qu'ils vont d'abord entrer dans l'histoire en étant les premiers à utiliser la voiture pour commettre leur braquage. Leurs prises sont bien maigres et ne permettent pas de financer la révolution. Mais leurs attaques se caractérisent par une violence indiscriminée. Sur leur passage, le nombre de morts explose. Leurs têtes sont mises à prix. La presse offre une prime de 100 000 francs à qui permettra leur capture. Les toutes nouvelles brigades du Tigre se mettent à leur trousse. Mais loin d'avoir peur, les bandits défient la société. Et Octave Garnier va même jusqu'à écrire aux responsables de la 3e brigade, dite brigade des anarchistes. Je sais que cela aura une fin. Dans la lutte qui s'est engagée entre le formidable arsenal dont dispose la société et moi, je sais que je serai vaincu. Je serai le plus faible. Mais j'espère vous faire payer cher votre victoire. Ça se termine par un siège qui oppose des hommes seuls à une troupe d'1 millier d'hommes, avec 10 000 spectateurs autour, d'ailleurs, venus assister à la lie de ces hommes traqués. Ils se battent comme des lions jusqu'au bout, toute la nuit, comme la petite chef de M. Seguin avec le loup, avec aucune chance de s'en tirer, et ils le savent. Et c'est ça qui fait d'eux, je dirais, des sortes de propagandistes par le fait. La geste des bandits tragiques s'achève le 28 avril 1912 dans la proche banlieue de Paris. Ici aussi, les actualités sont conviées au spectacle. Une fois n'est pas coutume, c'est la police qui pose des bombes.
Les opérations terminées, les corps des anarchistes sont exposés comme autant de trophées de chasse. Cette affaire marque les esprits et signe momentanément la fin du banditisme révolutionnaire en France. Bonneau, comme nombre d'illégalistes, devient peu à peu une figure controversée, tantôt rejetée, tantôt réintégrée dans la mémoire anarchiste au gré des périodes et des nécessités. Plutôt que de considérer les gestes de la bande à Bonneau comme étant un véritable mouvement de protestation, si on veut, moi personnellement, je pencherais plutôt pour l'hypothèse que c'est la manifestation d'un échec. C'est-à-dire que ce sont des épisodes qui peuvent attirer une espèce de curiosité morbide, mais en fait, en réalité, restent des épisodes marginaux. Et en ce qui concerne la bande à Bonneau, c'est de la marginalité d'un groupement qui était marginal. Le battage médiatique fait autour de la bande à Bonneau permet surtout à l'époque de disqualifier le mouvement anarchiste dans ses efforts pour empêcher la guerre. Car devant les démonstrations de masse que firent les libertaires aux côtés des autres socialistes, par exemple ici, au Pré Saint-Gervais près de Paris, ou avec la Semaine rouge d'Ancône en Italie, où Malatesta était parvenu à étendre la grève générale aux marches en Romagne et jusqu'en Toscane, les impérialismes craignaient plus que tout que les travailleurs du monde parviennent à s'entendre. Ils avaient réactivé les lois scélérates et rempli des fichiers, comme en France, le sinistre carnet B, dans lequel étaient répertoriés les noms des révolutionnaires qui devaient être arrêtés en cas de conflit. Mais grâce à la peur fabriquée avec l'affaire des bandits tragiques et devant le choc provoqué par l'assassinat à Sarajevo de l'archiduc François Ferdinand, l'État n'avait pas eu besoin d'y recourir. Et avec la mort de Jean Jaurès, même des figures de l'anarchisme comme Kropotkin finissaient par se rallier à l'Union sacrée. Et alors que l'Europe allait entrer dans une guerre qui tuera des millions de travailleurs, c'est au Mexique que l'anarchisme inspire, sans que l'on s'en souvienne toujours, la première grande révolution libertaire. C'est tout de même incroyable que la révolution mexicaine soit moins connue que la révolution russe ou que la révolution chinoise, alors que c'est la première grande révolution du XXe siècle. La révolution mexicaine commence en 1910. Et dès son origine, l'une des factions les plus importantes qui œuvre au sein de cette révolution est le Parti libéral mexicain, le PLM, dirigé par les frères Flores Magón, Enrique et Ricardo Flores Magón. Ce sont deux anarchistes mexicains exilés aux États-Unis quand la révolution éclate. Flores Magón et ses camarades ont un rôle fondamental. En étant les précurseurs de ce mouvement révolutionnaire, ils ont quand même créé les conditions de la révolution. Ils ont été un aiguillon permanent, on va dire, pour toutes les autres factions révolutionnaires. C'est-à-dire qu'ils ont toujours poussé, par leur propagande, à radicaliser les positions des autres factions. Magón pensait en fait que la révolution mexicaine était le premier acte de la grande conflagration mondiale qui n'allait pas tarder à arriver. C'est-à-dire que la révolution mondiale libertaire était, selon lui, sur le point d'éclater. Le Parti libéral mexicain, qui est à l'origine de la révolution, n'a de parti et de libéral que le nom. Mais il est bel et bien une organisation anarchiste, comme en témoigne son manifeste programme, rédigé par Ricardo Flores Magón. S'il s'inscrit dans la plus pure tradition libertaire, ce n'est pas seulement parce qu'il prône l'action directe, c'est aussi et surtout parce qu'il appelle à une vaste réforme agraire. Car il faut se souvenir que depuis l'origine, le mouvement anarchiste est le seul courant du socialisme à accorder un rôle moteur à la paysannerie dans le processus révolutionnaire. C'est d'ailleurs ce qui explique son succès dans un Mexique encore très agricole. Et cette conception s'est diffusée. Elle inspire les trois autres organisations révolutionnaires de masse que sont au sud l'armée insurrectionnelle d'Emiliano Zapata, au centre, dans la capitale, la Maison de l'Ouvrier mondial, et au nord, l'antenne que les IWW ont ouverte au Mexique. Et le slogan que Flores Magón et les anarchistes du PLM apposent au bas de leurs écrits est repris par ces mouvements et devient le mot d'ordre de toute la révolution. Terre et liberté. Il disait aux paysans, prenez vos Winchester et allez prendre la terre.
Elle vous appartient. N'attendez pas que la classe ouvrière vous la donne. Les paysans peuvent avoir leur propre révolution. Magon confiait en fait dans la spontanéité du peuple en armes. C'est-à-dire que c'est par l'insurrection armée, par la lutte à mort contre le système, qu'on pourra instaurer la société libertaire. Ces appels aux armes résonnent d'autant plus fort ici qu'au flanc des Sierra Madre ou sur les hautes terres du Chiapas, la paysannerie vit depuis 400 ans dans des conditions de misère extrême. L'évangélisation, l'encomienda et la variole ont fait leur œuvre. Les peuples natifs ont été presque entièrement exterminés. Le ventre de la Pachamama est quotidiennement souillé et le sous-continent entier est saigné, humilié et corrompu. Placé sous la coupe d'une poignée de latifondistes qui possèdent toutes les terres, l'écrasante majorité des travailleurs survit sans perspective d'amélioration. Le quotidien de ces hommes et de ces femmes, c'est l'illettrisme, la famine et la maladie, le labeur acharné sous un soleil de plomb qui brûle le celluloïd et les peaux, avec les cris et les coups, pour encouragement, et la spoliation comme seule récompense. Le moindre geste de révolte est puni par le fouet et toute tentative de fuite, comme au temps de l'esclavage, par la mort. En 1911, les frères Flores Magón préparent une invasion au nord du Mexique, en Basse-Californie exactement. Ils rassemblent un groupe de 50 anarchistes, dont certains viennent des États-Unis d'Amérique et du Canada, pour rejoindre les forces du PLM. Il y a une douzaine de membres des IWW, des Noirs américains radicaux et même un Chinois. Ils cernent la ville de Mexicali, la libèrent des troupes fédérales et en prennent le contrôle. Ils libèrent aussi Tijuana et pendant quelques mois, ils occupent le nord du Mexique. La petite armée du PLM, soutenue par les IWW et emmenée par le général Mosby que l'on voit ici sur son cheval, ouvre les prisons et fait flotter le drapeau noir sur la commune Terre et Liberté. Les libertaires du monde entier s'enthousiasment. Emma Goldman participe à des meetings. Kropotkin fait la première théorie de la guerre de guérilla. Jack London publie un recueil de nouvelles. Aux États-Unis, en Argentine, à Cuba, au Portugal, en Italie, partout la presse anarchiste se passionne pour cette insurrection mexicaine qui va peut-être renverser le vieil ordre. En ces temps où les chansons parlaient encore de la vie des hommes, Joe Hill, émigré suédois et troubadour révolté, l'une des grandes figures des IWW, vient participer à l'insurrection à la manière de ce que l'on appellera plus tard les brigades internationales. Should I Ever Be a Soldier, le morceau qu'il compose alors témoigne en musique de cet engagement et appelle les autres travailleurs à le rejoindre dans la lutte. Join the army of the toilers, men and women fall in line. Wage slates of the workers, do your duty for the cause for land and liberty. It's the first time that anarchists see a situation in which there is an army. C'est la première fois dans l'histoire que les anarchistes ont une armée qui fonctionne selon des principes anarchistes et qui implante le communisme libertaire. Parce que c'est ça le projet du PLM. Créer une nouvelle société anarchiste au Mexique pour ensuite l'exporter aux États-Unis et dans le reste du monde. Et voilà pourquoi les anarchistes dans le monde et en Europe, comme Kropotkin, ont vu la révolution mexicaine comme la toute première révolution anarchiste. Mais pris en étau entre les contre-révolutionnaires mexicains d'un côté et les armées yankees de l'autre, la lutte est trop inégale. Les communes sont reprises, les révolutionnaires mexicains sont fusillés et les étrangers capturés sont regroupés dans des camps à la frontière. Mais s'ils ont perdu une bataille au nord, les anarchistes n'ont pas perdu la guerre. Et les espoirs de Flores Magón peuvent venir se placer au sud, dans une armée hirsute et rebelle, conduite par un général charismatique. Depuis le début, Ricardo Flores Magón considère que Zapata, même s'il ne se dit pas anarchiste, finalement agit de fait dans la pratique
comme un anarchiste et que les troupes zapatistes d'eux-mêmes. Parce que ils s'emparent des terres sans rien demander, sans attendre une quelconque législation, et les répartir entre eux. Emiliano Zapata, qui représente les peuples indigènes, avait été influencé par les thèses du Parti libéral mexicain. Et les frères Flores Magón, qui le connaissaient bien, avaient une sympathie énorme pour le mouvement zapatiste. L'armée zapatiste, qui rassemble près de 28 000 combattants au plus fort de la révolution, mène une véritable guerre de guérilla dans les États du Sud. Au fur et à mesure de son avancée, elle redistribue les terres, fait même battre sa monnaie et parvient aux portes de la ville de Mexico. La révolution libertaire serait-elle sur le point de triompher en Amérique latine? Là, les populations en liesse qui assistent au défilé des troupes révolutionnaires ne savent pas encore que Mexico va devenir le théâtre d'un funeste malentendu. Un malentendu entre anarchistes des villes et anarchistes des champs, entre ouvriers et paysans, qui va peser lourd dans l'histoire du mouvement libertaire. Car la capitale mexicaine est alors aux mains de la Maison de l'Ouvrier mondiale, la grande organisation urbaine et anarcho-syndicaliste, forte, dit-on, de 50 000 hommes. Les ouvriers de Mexico et des villes considèrent plutôt les masses paysannes comme réactionnaires. Et ils considèrent que finalement, le monde nouveau, il ne pourra pas sortir de masses paysannes arriérées, c'est eux qui le disent, mais plutôt de l'avant-garde ouvrière éclairée. Les zapatistes sont arrivés avec leurs chapelets et leurs médailles de la Vierge de Guadeloupe. La réaction des anarchistes de Mexico a été de se dire qu'ils étaient influencés par le catholicisme. Ils ont dit « mais ils sont manipulés », au lieu de s'interroger sur ce qu'était réellement leur pratique. Que faisaient ces paysans? Ils n'allaient pas à la messe, ils allaient avec leurs armes pour prendre les terres. Ils se comportaient dans la pratique comme de véritables militants anarchistes. Alors que les militants anarchistes des villes, eux très intellectuels, les voyaient, pour employer le cliché marxiste, comme des laquais du capital ou de l'Église. C'est vraiment un rendez-vous manqué entre l'anarcho-syndicalisme et le zapatisme. Une véritable opposition se crée alors entre les deux mouvements. La direction du COM décide de former des bataillons rouges pour attaquer les zapatistes. Et en faisant cela, ils trahissent vraiment leur classe. Ayant perdu tout repère, les ouvriers des bataillons rouges se changent en auxiliaires de l'armée bourgeoise. Et grâce à eux, les contre-révolutionnaires font tomber sur les populations une répression aveugle. À Tlaltizapan, où les zapatistes avaient installé leur état-major, 268 paysans sont massacrés, parmi lesquels 112 femmes et 42 enfants. Comme un chant du cygne, Ricardo Flores Magón publie un manifeste aux anarchistes du monde entier et aux travailleurs en général. Mais les seuls à l'entendre sont les autorités nord-américaines qui l'arrêtent et le condamnent à finir ses jours dans une prison de haute sécurité. Et Zapata lui-même finit par tomber dans un guet-apens. This internal war between different progressive factions Cette guerre interne entre les différentes factions progressistes est vraiment ce qui permet de détruire le contenu anarchiste de la révolution au moment où celle-ci aurait dû atteindre son apogée. Malheureusement, finalement, il n'y a pas véritablement de réflexion qui va être menée sur l'analyse et les causes de l'échec des anarchistes pendant la Révolution mexicaine. Et donc, c'est vrai que par la suite, le Parti libéral, Flores Magón, tombe un petit peu après dans l'oubli. Les anarchistes mexicains n'ont en effet pas le temps de s'apitoyer sur leur sort, ni de tirer des leçons. Mais si la révolution mexicaine tombe dans l'oubli, c'est aussi parce que les libertaires européens sont alors au plus dur de la Première Guerre mondiale. Et ils se désintéressent d'autant plus du sort de cette si lointaine insurrection qu'en 1917, aux portes de l'Europe, un vent révolutionnaire s'est levé qui souffle de Russie. À l'Est, soudain, quelque chose de nouveau. En 1917,
première révolution russe en février, le tsar se carapate, il y a une certaine démocratie qui s'instaure et des soviets, conseil ouvrier, des usines qui se reprennent par les anarchistes trouvent ça formidable. Journée de 8 heures, abolition de la peine de mort, liberté d'opinion et de conscience. Dans un premier temps, la révolution russe s'attaque aux injustices et donne tout le pouvoir aux soviets. Dans cette immense Russie, où l'on rend hommage à Tolstoï, où l'on érige un monument à la gloire de Bakounine et où l'on offre à Kropotkin des ministères, les anarchistes ont tout pour croire que l'anarchie, ici, enfin, est en train de triompher. Le début de la révolution russe redonne vraiment de la vigueur au mouvement anarchiste. Parce que c'était exactement le type de révolution qu'ils avaient toujours prôné. Une insurrection spontanée. L'immense majorité d'entre eux a accueilli comme quelque chose d'extrêmement positif le fait que quelque part dans le monde, il se trouve que c'était en Russie, des hommes, des femmes se lèvent pour dire que c'en était fini du pouvoir d'autrefois. Dans un premier temps, les anarchistes pensent qu'il y a effectivement une possibilité de voir naître en Russie, enfin, un véritable pays communiste. J'allais dire État. Non pas un État, ils n'en veulent pas d'un État, mais un pays qui, en quelque sorte, se serait de lui-même transformé en société communiste. Partisans du communisme libertaire. Et oublier la bataille entre Marx et Bakounine au sein de la première internationale, ils voient alors dans les bolcheviks des révolutionnaires avec lesquels, malgré les désaccords sur les méthodes, il est possible de s'associer pour créer ensemble le monde nouveau. Les anarchistes en Russie ont été des partenaires actifs de la révolution, aux côtés des bolcheviks et des socialistes révolutionnaires. Ils ont eux aussi participé au renversement du tsar, organisé des soviets et repris les usines. L'enthousiasme des libertaires russes s'explique alors aussi par le fait que Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine, n'est pas considéré à cette époque comme un marxiste dogmatique ou un aspirant despote. Son parti ne s'appelle pas encore communiste. Le premier traité politique qu'il a écrit s'intitulait « Que faire ?», par référence au roman du libertaire russe Tchernychevski. Il s'est enfin opposé à l'Union sacrée et a fait preuve d'un antimilitarisme qui a pu séduire la masse des libertaires. Mais pour les anarchistes russes, Lénine est encore et surtout le petit frère d'Alexandre Ulyanov, un propagandiste par le fait, pendu en 1887 pour avoir préparé un attentat contre le tsar. Cette généalogie glorieuse, ajoutée à ces gages libertaires, les conduisent à penser que Lénine pourrait avoir pour eux des sympathies. Et la publication en pleine année 1917 de son livre « L'État et la Révolution » semble confirmer ces hypothèses. Il faut savoir qu'à un moment donné, Lénine commence à émettre des idées radicales, assez éloignées de l'orthodoxie marxiste. Il critique aussi avec véhémence l'idée d'État, tendant ainsi la main aux anarchistes. Nous ne sommes pas en désaccord avec les anarchistes quant à l'abolition de l'État en tant que but. Nous affirmons que pour atteindre ce but, il est nécessaire d'utiliser provisoirement les instruments et les procédés du pouvoir d'État contre les exploiteurs. Mais nous nous assignons comme but final la suppression de l'État. Et Lénine assume en plus en disant on va nous accuser d'être des anarchistes en disant ça, mais quand bien même, je préfère être accusé d'être anarchiste maintenant que d'être confondu avec des sociodémocrates qui participent à des gouvernements de l'Union sacrée. Et donc ça va entretenir l'illusion des deux côtés que en fait bolcheviques et anarchistes visent le même objectif. Et ont grosso modo les mêmes méthodes d'action sur le terrain et ne seraient séparés que par des méthodes d'organisation interne. Cette illusion d'une convergence des points de vue et d'une similarité des objectifs est encore accentuée en octobre quand Lénine met en œuvre une stratégie directement inspirée des anarchistes lors de la prise du Palais d'Hiver. Pour les anarchistes qui y prennent part, c'est leur grand soir à eux qui est arrivé. C'est clair que ça provoque un espoir incroyable. Même Malatesta, au début, envisage la révolution russe avec sympathie. Au début. Et même Kropotkin revient en Russie parce qu'il pense que la révolution va prendre là un tour libertaire.
Et avec Emma Goldman, des quatre coins du monde, les anarchistes affluent pour participer à la révolution russe. Des organisations libertaires tiennent rapidement le haut du pavé, comme à Moscou, où la Fédération des groupes anarchistes contrôle une partie de la ville. Mais c'est en Ukraine que le mouvement libertaire va montrer son potentiel, grâce à un jeune paysan, descendant des Cosaques Zaporogues, qui, en prenant la tête de l'insurrection au nord de la Crimée, devient l'une des grandes figures de l'anarchisme au XXe siècle. Makhno était un paysan de très basse extraction, mais avec un immense talent militaire. Et il arrive à organiser une insurrection paysanne et populaire en Ukraine. Il crée des communautés de type anarchiste un peu partout et fait la preuve qu'on peut avoir une avant-garde révolutionnaire qui ne soit pas organisée en parti. Depuis quelques mois, en effet, parti de Goulaï et Polier dans les plaines fertiles d'Ukraine, la Makhnovtchina, armée insurrectionnelle qui porte le nom de son organisateur, sème la révolution sur son passage. Milice anarchiste et paysanne, elle s'est donnée pour emblème un drapeau noir portant un crâne et des tibias croisés, sous lesquels il est écrit « Mort à tous ceux qui s'opposent à la liberté des travailleurs ». Au fur et à mesure de son avancée, la Makhnovtchina, comme jadis les légions de Spartacus, prend les villes et étend jour après jour son influence. À son apogée, la Makhnovtchina contrôle un territoire qui fait la taille d'un pays européen moyen et sur lequel vivent des centaines de milliers de personnes. Quand ils arrivaient dans une ville qu'ils avaient libérée, les premières choses qu'ils faisaient, c'était d'ouvrir les prisons. Et puis, ils redistribuaient la nourriture à la population. Et puis ensuite, ils imaginaient des manières de collectiviser les terres et d'autogérer les entreprises. L'armée de Makhno fonctionne sur la base du volontariat. Les officiers sont élus. Les communautés paysannes, qui trouvent nécessaire de défendre par les armes leurs terres et leur liberté, envoient des volontaires pour rejoindre l'armée. Ils fournissent librement des chevaux, des chariots et des vivres. Ils forment une armée qui va avoir jusqu'à 40 000 hommes. Avec tout ce que suppose une armée, des services d'intendance, des infirmières, des médecins. À un moment, ils ont même un train blindé. Un train blindé comme celui de Trotsky, mais sur le leur il est écrit « Anarchie ». Il permet à celui que ses partisans surnomment Batko Makhno, petit père Makhno, et dont voici les seules images filmées, de transporter sa cavalerie depuis Goulaï et Polier jusqu'à Alexandrovsk, Kharkov et même jusqu'aux portes de Kiev, d'un bout à l'autre d'un front qui s'étend sur plus de 1000 kilomètres. Ces troupes peuvent ainsi mener une véritable guerre de harcèlement sur les flancs des forces contre-révolutionnaires de Petliura et à l'arrière des terribles armées blanches du général Denikin. Et en ce mois d'octobre 1919, deuxième anniversaire de l'insurrection, alors que pour les bolcheviks tout semble perdu, Makhno et les anarchistes sauvent la révolution russe. La population et les bolcheviks étaient en train de s'enfuir. Voilà vraiment un exemple de l'efficacité de la Makhnovtchina, qui n'est pas restée sur son petit précaré. Makhno a été capable de penser à l'intérêt général et là, de sauver la révolution. C'est à ce moment-là son heure de gloire au début 1919 et il fait la jonction avec l'armée rouge et une jonction volontaire des deux côtés, immortalisée devant les caméras avec Dybenko, un bolchevique impressionnant par sa carrure, Makhno est tout petit à côté. Voilà, donc on voit un peu les deux conceptions de la révolution, une conception bolchevique assez rigoriste et puis Makhno, qui à l'époque ressemble encore à un dirigeant un peu un révolutionnaire romantique. Mais à Moscou, où Lénine vient de décréter le communisme de guerre, on commence à voir d'un mauvais œil les actions des anarchistes et les critiques qu'ils formulent déjà depuis le cœur même de la nouvelle capitale à l'égard de la dictature sur le prolétariat.
Pour les anarchistes, c'est vraiment un signal. Ils se rendent compte que les bolcheviks ne sont pas de vrais révolutionnaires, qu'ils ne sont pas intéressés par le bien-être des travailleurs, qu'ils n'aiment pas les anarchistes, ni d'ailleurs personne qui ne soit pas bolchevique. On est vraiment dans un moment où les bolcheviks, qui à l'origine représentent un groupe révolutionnaire parmi d'autres, se retrouvent à la fois isolés politiquement et à essayer de stabiliser leur pouvoir, donc en éliminant les groupes qui possèdent les mêmes groupes militarisés qu'eux. Donc c'est un peu à celui qui va gagner sur les autres. Face aux critiques, Trotsky, qui vient de prendre la tête de l'armée rouge, décide, c'est son expression, de débarrasser la Russie des anarchistes avec un balai de fer. Mais il faut auparavant fabriquer le consentement. Conscients du potentiel d'une nouvelle arme de propagande de masse, les bolcheviks se mettent alors à produire pour le tout jeune cinéma des films dénonçant les risques de la désorganisation petite bourgeoise et le péril noir de l'anarcho-banditisme. Вон тот помахивает черным флагом. Нет, отнюдь не идейные борцы. Comme c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe, point de révolution dans la communication. Les bolcheviks redessinent à gros traits les images éculées de la presse bourgeoise européenne et font le portrait des libertaires en agents provocateurs, avinés, incendiaires et écrasés. Là, il y a une véritable rupture qui est réalisée entre les anarchistes et les bolcheviks, qui vont devenir très vite les adversaires les plus dangereux du mouvement anarchiste que le mouvement anarchiste ait pu connaître. Mais en 1921, quand Kropotkin meurt, le pouvoir décide soudain d'organiser des funérailles nationales. Les bolcheviks auraient-ils quelques remords? Toutes les caméras du pays sont mobilisées pour saisir cet hommage rendu par la Révolution à l'un des pères de l'anarchisme. Emma Goldman, que l'on voit ici, prononce même son éloge funèbre. Quand Kropotkin meurt en 1921, beaucoup d'anarchistes sont déjà en prison. Le parti bolchevique accepte alors de libérer les anarchistes pour qu'ils aillent assister aux funérailles de Kropotkin. Ils sont des milliers. Mais juste après, il les remet en prison. Ces mesures sont d'un cynisme extrême. Le régime bolchevique, c'est le pays du mensonge déconcertant. Alors d'un côté, on salue un grand homme, russe, tous les cas de figure, et d'un autre, on prend des mesures contre ces idées. À peine la cérémonie terminée, sur ordre direct de Lénine, le poète libertaire Lev Tcherny et la militante Fanny Baron sont fusillés dans les caves de la prison de la Tchéka, en compagnie de 7 autres anarchistes. Et dans les semaines qui suivent, les bolcheviks décident de purger les 2 derniers foyers d'anarchisme d'Union soviétique. L'Ukraine bientôt, mais d'abord Kronstadt, où les marins, surnommés jadis gloire et honneur de la Révolution, se sont mis en commune. Pour le comité central, la menace est trop proche et le symbole trop dangereux. Malgré les propositions de médiation d'Emma Goldman, Trotsky fait donner l'armée rouge qui écrase la petite île sous les bombes. La fin de la répression de l'insurrection de Kronstadt en 21, c'est le 18 mars 21. Ça correspond à la fois au congrès du parti bolchevique et à la date anniversaire de la Commune de Paris. Donc là, en termes symboliques, c'est énorme de bout en bout. Au printemps 1921, il ne restait plus que la Makhnovtchina pour s'opposer aux bolcheviks. Aux rives de la mer Noire, c'est dans les vapeurs d'alcool et les danses cosaques que l'armée anarchiste, qui ne devait pas connaître la célèbre formule inspirée de l'Énéide Timeo bolchevico et dona ferentes, je crains les bolcheviks, surtout dans leurs offrandes, est décimée par l'armée rouge. La cavalerie et les officiers makhnovistes étaient avec l'armée rouge près de Sébastopol. Ils ont fait un grand banquet pour fêter une victoire. Et là, vous savez, le léninisme est très bien organisé. Et pendant la nuit, tous les officiers makhnovistes ont été fusillés. Les dernières pages de l'épopée de Makhno sont tragiques.
C'est une course éperdue. Une lutte sans espoir de victoire. Une lutte de bêtes blessées. La révolution russe est catastrophique pour l'anarchisme. Le mouvement anarchiste cesse totalement d'exister en Russie. Ses derniers représentants meurent dans les camps de Staline ou en exil. Mais l'exécution ou la déportation des anarchistes dans les îles Solovki avait aussi et surtout pour objectif de réduire les libertaires au silence. Car au moment même où il essayait de faire croire au monde ouvrier que le socialisme se construisait à l'intérieur de ses frontières, le pouvoir bolchevique ne pouvait prendre le risque que des témoignages de révolutionnaires de premier plan déchirent le voile des illusions des travailleurs. C'est la raison pour laquelle ces assassinats se sont doublés d'une censure totale de la parole des anarchistes. Et à partir de ce jour, et plus encore avec la prise de pouvoir de Staline, pour lequel, comme en témoignent ses écrits de jeunesse, l'anarchisme était une préoccupation de longue date, l'historiographie marxiste a passé sous silence le rôle joué par les libertaires dans la révolution russe. Et il a fallu des années pour qu'à l'Est, comme dans toute une part de l'Occident, les nouvelles générations puissent entendre la critique totale du régime soviétique, formulée en premier par les anarchistes. Les anarchistes ont effectivement été les tout premiers à dénoncer la nature profonde du régime. Ce sont eux qui ont dit qu'il s'agissait en réalité d'un capitalisme d'État, et que l'État allait devenir le propriétaire des terres, que l'État, en restant capitaliste, ne changerait en rien la situation des travailleurs, et que la classe ouvrière serait réprimée et n'aurait nulle part où se réfugier. Sinon nulle part où se cacher, c'est que dans l'immédiate après-guerre, la bourgeoisie capitaliste a elle aussi partout réprimé les tentatives révolutionnaires des anarchistes avec une barbarie qui n'a rien à envier au châtiment bolchevique. Comme en Allemagne, où les meneurs libertaires de la République des Conseils de Bavière, Erich Mühsam, Ernst Stoller, Ret Maruth, sont emprisonnés, pourchassés ou lynchés par la foule comme Gustav Lendauer, dont les autorités laissent le corps pourrir durant plusieurs jours dans la rue pour l'exemple. En Bulgarie, l'insurrection du 23 septembre 1923, qui entendait établir un gouvernement de travailleurs et de paysans, se conclut par une terreur blanche où le roi très orthodoxe Boris III s'est, dit-on, fait présenter sur un plateau la tête de Georges Tchaitanov, le jeune théoricien de l'anarchisme bulgare. La semaine tragique, qui, quant à elle, vient mettre fin aux espérances soulevées par les grandes manifestations de la Fora en Argentine, trouve sa réplique en Colombie lors du massacre des Baleanerais, quand la United Fruit Company assassine des centaines d'anarcho-syndicalistes. Ces vagues de répression déferlent jusqu'en Chine, où le mouvement du 4 mai 1919, inspiré par Liu Shifu, le premier anarchiste chinois, est cassé par les seigneurs de guerre. Un jeune instituteur, présent place Tiananmen à Pékin, un certain Mao Zedong, assiste à la répression brutale des étudiants et en restera longtemps marqué. Cette terreur de l'anarchisme fait trembler jusqu'aux pentes du mont Fuji, où le pouvoir impérial japonais fait arrêter et battre à mort Sakae Osugi et Itonoe, mais aussi leurs neveux de 6 ans, dont les corps méconnaissables seront jetés au fond d'un puits. Sans oublier l'Italie, qui était parvenue au bord de la Révolution. Le capitalisme rétablit ici aussi son ordre et accomplit ainsi la prophétie de Malatesta, que l'on voit à gauche haranguer la foule. La bourgeoisie fera payer par des larmes de sang les tentatives révolutionnaires des prolétaires. Oui, partout où l'anarchisme a tenté de faire triompher ses idées, ses militants ont été arrêtés, persécutés et assassinés. Même aux États-Unis d'Amérique, autre terre historique de l'anarchisme, le mouvement révolutionnaire est combattu. Et cette lutte va atteindre l'un de ses points culminants avec la condamnation à mort de 2 innocents. Car notre sang bleu est noir, notre drapeau rouge est noir, notre étoile jaune est noire, notre vie en rose est noire. Oui, notre sang bleu est noir, notre drapeau rouge est noir, notre étoile jaune est noire, notre vie en rose est noire. Oui, notre sang bleu.
individualistes, illégalistes, anarcho-syndicalistes, plateformistes, anarchistes chrétiens ou encore anarcho-primitivistes, l'anarchisme a presque autant de sensibilité qu'il n'a de figure. Et s'il semble aujourd'hui minoritaire, on oublie qu'il fut un temps où il domina le monde. Et pourtant, au sortir de la Première Guerre mondiale, en Europe, l'anarchisme semblait avoir perdu presque toute son influence. Ce n'étaient pas seulement les attentats des propagandistes par le fait, ni même la proclamation à corps et à cri des lois scélérates qui l'avaient rendu inaudible, mais bien plutôt les bombes qui de Verdun à la Somme, en passant par le chemin des dames, en assassinant dans certains pays près du tiers des travailleurs, avaient réduit au silence la masse des militants. Sans parler de ces millions d'amputés, de traumatisés, de gueules cassées, pour lesquels la révolution n'était plus une priorité. Mais à la périphérie des grands pays industrialisés, au pourtour du monde occidental, les anarchistes ont survécu. Ils se rassemblent aux marges des empires, reprennent les armes et essaient partout de faire triompher leur idéal. Or, face à une réaction qui, elle aussi, a de nombreux visages, les libertaires ne peuvent plus seulement imaginer de douces utopies. Dans cet entre-deux-guerres fécond, où le capitalisme enfante ses deux bêtes immondes, stalinisme et fascisme, face à l'hydre totalitaire qui généralise un peu plus le vol et industrialise la mort, ils doivent mener une guerre sur tous les fronts et plus que jamais prouver dans les faits l'efficacité de leur pensée. C'est ainsi que les anarchistes ont pu conduire, sans que l'on s'en souvienne toujours, certaines des plus grandes révolutions du XXe siècle et écrire, en lettres rouges et noires, une nouvelle page de notre histoire. Depuis 50 ans, sur le continent américain, les anarchistes innervent toujours le corps social. Ils sont organisés au sein des Industrial Workers of the World qui ont étendu leurs branches du Canada jusqu'en Australie. Ils combattent au sein de la FORA, la grande fédération ouvrière argentine, et en Bolivie, ils donnent à la FOI le drapeau noir et rouge comme emblème. Ils conduisent des défilés de masse au Chili ou comme ici, la FORU qui fait une démonstration de force dans les rues de Montevideo. Ils tiennent les docks dans les Caraïbes, s'opposent aux jeunes républiques bananières et luttent pour l'indépendance à Cuba ou Puerto Rico. Aux États-Unis d'Amérique, qu'ils défilent en patins à roulettes contre le chômage ou contre la guerre en arborant eux aussi des drapeaux à tête de mort, ce sont les anarchistes et non les communistes qui inspirent aux autorités, malgré la dénomination de Red Scare, une véritable peur noire. En 1917, au cours d'une nouvelle chasse aux sorcières, de gigantesques rafles ont été organisées. Des milliers de révolutionnaires sont arrêtés préventivement, promenés dans l'archipel carcéral et finalement déportés sur le paquebot Bufford, ici plus subtilement renommé Arche des Soviets. Et comme le pays de la liberté craint plus que tout les libertaires, c'est sur des airs de ragtime, avec des sourires et des dessins animés, que la propagande se diffuse. Des dessins animés qui amalgament la vermine anarchiste et bolchevique et l'assimilent à des rats qu'il s'agit d'exterminer. Des dessins animés signés par un joyeux capitaine d'industrie qui finira tout de même par avoir des tendresses pour le parti nazi. Il faut savoir que les États-Unis sont un pays où la guerre aux organisations syndicales et aux mouvements ouvriers a été d'une dureté qui n'a que très peu d'égal dans le monde occidental. Alors, la dureté avec laquelle les pouvoirs, en collaboration souvent avec la mafia, tu sais, c'est réel là, ce que je raconte, ils ont collaboré avec la mafia pour casser les syndicats, pour casser le mouvement ouvrier. Il y a une répression très forte qui s'abat aux États-Unis, en particulier auprès de l'immigration italienne, qui est anarchiste, qui était composée à ce moment-là essentiellement par des courants dits anti-organisationnels et qui étaient partisans de favorables, disons, y compris à des expropriations, des hold-up, etc. Et donc les autorités vont profiter aussi de cette situation pour criminaliser, bien évidemment, ces militants, et Sacco et Vanzetti en feront les frais. Sacco et Vanzetti étaient deux anarchistes qui appartenaient à la base des militants. Et jamais l'histoire n'aurait retenu leur nom s'il ne leur était arrivé ce qui leur est arrivé.
Ils étaient adeptes de Luigi Galliani, le théoricien italo-américain de la propagande par le fait, qui ne croyait pas au syndicalisme. Ils pensaient que les organisations syndicales étaient néfastes, parce qu'elles avaient une structure hiérarchique, bureaucratique, et qu'elles finissaient par devenir un frein à la révolution. Ils ne croyaient donc pas au rôle révolutionnaire du syndicat. Ce qu'ils prônaient, c'était plutôt l'insurrection. Et il essayait de la faire naître avec des actions d'éclat. Plusieurs dizaines d'attentats avaient été dirigés contre les représentants du pouvoir, comme le milliardaire Rockefeller ou le général à Tournai Mitchell Palmer, qui contemple ici les dégâts depuis sa fenêtre. Les regards des autorités s'étaient naturellement tournés vers le mouvement qu'animait alors Luigi Galliani, un partisan de la propagande par le fait. Dans son journal Cronaca Sovversiva, cet avocat de formation prenait en effet l'usage direct, immédiat et individuel de la violence. Son opuscule, Le salut est en vous, avait d'ailleurs connu un certain succès qui se présentait comme un petit manuel de fabrication de bombes à l'usage de toute la famille prolétarienne. Et son mouvement, depuis quelques années, avait pris de l'importance dans la communauté italienne. Sacco and Vanzetti belonged to that current in the anarchist movement. Sacco et Vanzetti appartenaient à cette tendance. Ils croyaient à la révolution par tous les moyens, au plus vite. Mais quand on les arrête, ils ne savent pas pourquoi on les arrête. Ils croient que c'est parce qu'ils sont anarchistes. Ils restent donc très évasifs, ils ne répondent pas vraiment aux questions. Et cela sera utilisé contre eux durant leur procès. Aux marches du palais de justice de Boston, où ce presse curieux et journaliste, on accuse en réalité le petit cordonnier et le vendeur de poissons d'être les auteurs de braquages qui ont fait 2 morts à la fin de l'année 1919. Bien que leur casier judiciaire soit vierge, leur anarchisme sert de preuve à charge et dans le crépitement des flashs, le fait divers se change en affaire politique. Leur affaire est vite devenue un cas emblématique. Il y a une mobilisation extrêmement large en leur faveur. Et ce mouvement, petit à petit, s'étend au monde. Le mouvement pour sauver Sacco et Vanzetti n'est pas porté seulement par des anarchistes, mais aussi par des libéraux, des syndicats, qui sont convaincus que les charges retenues contre eux sont très légères. Et c'est effectivement le cas. Sur le sol américain, les anarchistes essaient d'obtenir la libération des 2 prisonniers par tous les moyens. Les bombes d'abord, comme lors de l'attentat de Wall Street, premier attentat à la voiture piégée de l'histoire qui fait 38 morts et 200 blessés, mais sans grand résultat. Par la bataille juridique encore, qui, avec le jeu des appels, contre-enquêtes, nouveaux procès, parvient, malgré leur condamnation à mort, à retarder l'exécution pendant 7 ans. Par l'agitation médiatique enfin, avec des comités de défense qui voient le jour un peu partout. Mais si ces campagnes en faveur de Sacco et Vanzetti sont initiées par les anarchistes, aussi déconcertant que cela puisse paraître, ce sont ceux qui, de l'autre côté du globe, sont devenus leurs pires ennemis, qui prennent à ce moment leur défense. C'est tout de même une vraie ironie que ce soit les communistes qui aient adopté leur cause. Car au même moment, les communistes exécutaient et emprisonnaient des anarchistes en Union soviétique. Ils ne pouvaient donc pas avoir de sympathie pour les idées de Sacco et Vanzetti. On sait aujourd'hui qu'effectivement c'est à Moscou que la décision a été prise d'instrumentaliser le martyre de Sacco et Vanzetti pour en faire effectivement le symbole de la répression bourgeoise, de la répression capitaliste dans l'État qui symbolise le grand capital, c'est-à-dire effectivement les États-Unis d'Amérique. Ça avait aussi pour but de permettre aux staliniens d'accumuler une sorte de capital moral. Ils s'attiraient la sympathie des travailleurs en défendant ces hommes qui risquaient la mort. Mais c'était bien une instrumentalisation de l'affaire Sacco et Vanzetti pour mieux servir leurs propres intérêts. Et ça, c'est vraiment triste. Inconsciente des tentatives de manipulation et sensible aux injustices faites aux anarchistes, la base des militants communistes ne ménage d'ailleurs pas ses efforts. Depuis la place de la République en France, jusqu'à Tokyo en passant par Berlin, Sofia, Assomption et Trafalgar Square au Royaume-Uni, ils s'opposent eux aussi à l'exécution de Sacco et Vanzetti.
rien n'y fera. Malgré cette immense mobilisation, ils sont exécutés par la chaise électrique en 1927 après que leur appel a été rejeté. Et ceci a un effet dévastateur sur le mouvement anarchiste. Le mouvement anarchiste est brisé aux États-Unis. Et on ne le reverra plus, au moins avant les années 60. Il faudra en effet attendre longtemps pour que, dénoncées les manipulations et reconnues les instrumentalisations, le gouverneur du Massachusetts réhabilite officiellement les deux hommes en déclarant que tous les déshonneurs devaient être enlevés de leur nom pour toujours. Et 50 ans après leur condamnation à mort, grâce à John Baez qui chante sur un air composé par Ennio Morricone les dernières paroles de Vanzetti, la marche funèbre des anarchistes pouvait devenir un hymne mondial pour la justice et la liberté. L'anarchisme subit alors une diaspora énorme. Diaspora des anarchistes russes, diaspora des anarchistes nord-américains, diaspora des anarchistes italiens. Beaucoup sont venus naturellement en France, parce que la France n'était pas une dictature. C'était encore une démocratie libérale. Et ils ont donc émigré en France. Le mouvement anarchiste, qu'il avait espéré pouvoir faire triompher la révolution au lendemain de la guerre mondiale, en fait, se trouve battu sur toute la ligne. Et la question se pose, pourquoi nous avons été battus? Paris est redevenu le centre du monde. Ce sont les années folles. Montparnasse a pris le relais de Montmartre. Dans la lumière colorée des premiers néons, à la Rotonde, au Dôme ou au Select, dans la lignée de Courbet, Pissarro ou Seurat, les artistes sont inspirés par la pensée libertaire. Que l'on songe à Duchamp, qui se dit un artiste, à certains membres du mouvement Dada qui publient leurs travaux dans des journaux libertaires, aux premiers surréalistes, qui pouvaient affirmer avec Breton qu'un monde anarchiste, un monde surréaliste, c'est la même chose. Que l'on pense aux peintres émigrés russes réfugiés dans la ruche, aux écrivains anglo-saxons, ou même à ces inclassables que sont Léo Mallet, le jeune Jean Dubuffet, Jean Vigo et Jean Cocteau, l'anarchisme souffle sur les arts son vent de liberté et de révolte. Mais loin des banquettes de Moleskine, au lendemain de l'armistice, le mouvement ouvrier, avec son 1,5 million de morts et ses 4 millions de mutilés, a payé très cher les folies de quelques-uns. Et dans l'ivresse patriotique qui suit la victoire, il se détourne peu à peu de l'anarchisme. Là, il y a vraiment une rupture de culture qui est liée à 4 ans de société totalement militarisée. Tout ça ne favorise pas le développement de l'anarchisme et c'est pas, à mon avis, un hasard si la forme de parti ouvrier qui va naître après la Première Guerre mondiale, c'est le bolchevisme, c'est-à-dire une structure hiérarchique qui ressemble à la structure de l'usine et à la structure de l'armée. Dans les années 1920, malgré les grandes grèves menées par les syndicalistes révolutionnaires, la société française et le mouvement ouvrier sont en effet en train de céder lentement, mais irrémédiablement, à de nouvelles sirènes. En fondant le Parti communiste à la suite du congrès de Tours, les marxistes-léninistes français, renforcés par la prise de pouvoir des bolcheviks en Russie et la création du Comintern, séduisent les prolétaires. Ils gagnent du terrain sur les anarchistes, s'emparent de leur structure, se réapproprient leurs martyrs et spolient leurs symboles. Comme l'Internationale, qui devient, amputé de quelques vers gênants, l'hymne de l'Union soviétique. Cette lutte, engagée par les léninistes un peu partout, fait ici aussi ses victimes. 2 anarchistes sont par exemple assassinés dans de violents combats de rue pour la prise de contrôle de la maison des syndicats. Mais comme si cela ne suffisait pas, au sortir de la guerre, les anarchistes voient se dresser devant eux une nouvelle menace. Car pour égarer un peu plus les travailleurs, fasciner le sous-prolétariat et rassurer la petite bourgeoisie, le capitalisme a en effet décidé d'arborer son masque le plus spectaculaire, le fascisme. Ils avaient participé à la guerre et ils avaient retenu la leçon la plus néfaste de la guerre.
celle de la violence. Mais à la différence de la violence révolutionnaire de gauche, la violence fasciste est plus professionnelle. Parce que les fascistes ont compris à la guerre que la violence doit être organisée. Cette organisation grandissante des fascistes dans et par la violence s'accompagne d'une tentative de récupération des symboles de l'anarchisme, comme le fait l'Action française présidée par Charles Maurras. Elle crée le cercle Proudhon, du nom du père fondateur de l'anarchisme, afin d'attirer les ouvriers dans son giron. Il deviendra le berceau du fascisme à la française. Ou comme le fait Benito Mussolini, un ancien instituteur et journaliste qui fonde le Parti national fasciste et revêt ses jeunes milices de chemises aux couleurs noires de l'anarchie. Ce fils d'un socialiste révolutionnaire a d'ailleurs fréquenté certaines personnalités du mouvement, comme Leda Raffanelli, la militante italienne convertie à l'islam, avec laquelle il eut dans sa jeunesse une brève histoire d'amour. Et sans doute est-ce là d'ailleurs l'origine de la légende tenace, selon laquelle le Duce, avant la guerre, aurait été anarchiste. J'ai une anecdote exceptionnelle qui va vous donner une idée du flair de Malatesta. En 1913, Malatesta revient en Italie. Il va à Milan et là, il rencontre Mussolini pendant 1 heure. À la fin, ils se saluent et un ami de Malatesta demande « Alors, que penses-tu de Mussolini ?» Malatesta répond « Ce n'est pas un socialiste, c'est encore moins un anarchiste, c'est un révolutionnaire qui fera beaucoup de chemin. » Oui, c'est vrai que Mussolini avait traduit le livre sur la grande révolution française de Kropotkin, mais il n'a jamais été anarchiste, absolument jamais. Et à la suite de Malatesta, les anarchistes ne s'y trompent pas, qui s'opposent aussitôt violemment à l'avènement des nouveaux despotes. Ils sont même les seuls à en combattre la menace, les armes à la main. Comme en Italie, où Michele Schirru, Angelo Sbardellotto ou Anteo Zamboni, qui finira lynché par la foule, fomentent chacun leur tour des tentatives d'assassinat de Mussolini. En Espagne, c'est le dictateur fasciste Primo de Rivera qui est visé, tandis qu'en France, l'héroïque Germaine Berton abat le rédacteur en chef de l'Action française. Alors que sévit aux États-Unis d'Amérique un véritable régime d'apartheid, il n'y a que les libertaires des IWW pour affronter, dans la rue, les milices racistes du Ku Klux Klan. Et l'on oublie que si l'anarchiste conseilliste Marinus van der Lubbe incendie le Reichstag, c'est parce qu'il est devenu l'antichambre de l'hitlérisme. Mais pour la majorité du mouvement, la réponse individuelle n'est plus adaptée. Et c'est au cours des débats sur la constitution des premiers fronts antifascistes qu'ils exposent ce qui est, selon eux, la seule réponse possible à la menace. Très schématiquement, pour les fronts antifascistes, il y a cette histoire du moindre mal. Si le mal principal, c'est le fascisme, il faut tous s'unir contre le fascisme, et quand le fascisme aura été vaincu, on se battra entre nous, de manière dialectique, sur les différentes manières d'organiser la société. Les anarchistes n'acceptent pas cela. Ils pensent que s'il faut combattre le fascisme militairement, il faut aussi le combattre avec une révolution sociale. Pour eux, le seul moyen d'éradiquer le fascisme, c'est à travers la révolution qui sapera les bases économiques et sociales du fascisme. En juin 1926, à Paris, un texte paraît qui s'intitule « Plateforme d'organisation de l'Union générale des anarchistes ». C'est un coup de tonnerre dans le petit monde libertaire. Non seulement pour l'appel qu'il lance à l'unité d'un mouvement qui s'est toujours montré rebelle à toute forme d'organisation, mais encore pour le nom de son principal signataire, un revenant des vallées de cendres et de larmes d'Ukraine, qui travaille désormais enchaîné aux lignes de montage chez Renault, dont le corps n'est plus qu'une longue cicatrice, Nestor Makhno. Makhno arrive à Paris après avoir goûté à l'internement en Roumanie, aux prisons polonaises, etc. Il arrive donc dans une période où à la fois les idéaux révolutionnaires sont quand même en déclin, parce que la période n'est plus tellement à ça nulle part en Europe, et où par contre l'image de l'URSS est assez positive pour que le mouvement communiste se soit constitué là-dessus, et donc le mouvement anarchiste se retrouve extrêmement marginalisé. Par rapport à ça, vous avez des anarchistes qui estiment que, à l'origine de cette défaite, c'était l'absence d'organisation, ou de concertation, plus exactement, des anarchistes entre les eux. Et c'est le point de vue qui est défendu par ce qu'on appelle les makhnovistes,
c'est-à-dire les partisans de Makhno, qui vont développer avec Archinov des documents dans lesquels ils se déclarent favorables à la constitution d'une organisation anarchiste structurée, fondée sur le principe de la responsabilité collective, que pour eux c'est quelque chose d'indispensable pour pouvoir reprendre le combat et l'emporter. L'anarchisme n'est pas une belle fantaisie, ni une idée abstraite de philosophie. Il est un mouvement social des masses laborieuses. Il doit rallier ses forces en une organisation générale et permanente, comme l'actualité et la stratégie de la lutte sociale l'exigent. La plateforme publiée ci-dessous représente les grandes lignes, le squelette d'un tel programme. Elle doit servir de premier pas vers le ralliement des forces libertaires en une seule collectivité révolutionnaire active, capable d'agir. Il est temps pour l'anarchisme de sortir du marais de la désorganisation. Vive le mouvement anarchiste organisé. Vive l'union anarchiste générale. Vive la révolution sociale des travailleurs du monde. Certains ont pu lire la plateforme comme une volonté d'imiter le parti bolchevique. Mais c'est en réalité une transposition de ce qu'a été la Makhnovtchina comme groupe anarchiste. C'est-à-dire que c'est une élimination de l'anarchisme de tendance artistique, de la tendance individualiste ou de l'anarchisme terroriste. C'est vraiment la lutte des classes menée par des groupes armés. Au lieu de favoriser le rassemblement du mouvement anarchiste, l'appel de Makhno provoque surtout un de ces interminables débats dont les libertaires ont le secret. Des réponses fusent du monde entier. On s'oppose, on polémique, on synthétise. La confusion s'installe. Tout cela ne fait que renforcer Makhno et les siens dans leur conviction qu'il faut unir et discipliner un peu plus les anarchistes. Il décide de rassembler ses partisans à L'Haÿ-les-Roses, dans la banlieue parisienne, lors d'une conférence internationale qui se tient le 20 mars 1927 au cinéma Les Roses. Au nombre des participants, on compte des anarchistes russes, des Italiens, des Polonais, des Bulgares et même des Chinois, dont le romancier Bajin. Mais c'est particulièrement la situation de l'Espagne qui intéresse Makhno à ce moment-là. Pourquoi l'Espagne? C'est beaucoup posé la question. Peut-être parce qu'on ne les aime pas, les anarchistes, ça c'est Léo Ferré qui dit ça, mais beaucoup plus concrètement, c'est parce que l'Espagne, c'est un pays où le socialisme naît anarchisme. C'est-à-dire que ce n'est pas une tendance du socialisme, mais en Espagne, le socialisme est anarchiste, point. L'anarchisme en Espagne n'a pas seulement une origine populaire, comme en France ou en Italie, mais une véritable base populaire. Une base populaire de milliers, de centaines de milliers de militants. Une base populaire dont provient un mécanicien anarchiste d'une trentaine d'années qui en séjour s'est réfugié à Paris et retient l'attention de Makhno. Il s'appelle Bonaventura Durruti. Il partage leurs expériences, évoque les échecs passés, parle des possibilités nouvelles. Durruti lui dévoile son passé terroriste, lui raconte l'organisation déjà ancienne du mouvement anarchiste en Espagne et lui dit des espérances révolutionnaires en Catalogne ou dans les plaines d'Aragon qui ressemblent tant aux steppes d'Ukraine. Impressionné par le courage, l'intelligence et la détermination de l'Espagnol, Makhno lui livre son testament politique et promet que si la révolution éclate en Espagne, il viendra combattre à ses côtés. Ce que les anarchistes défendent, veulent, ce à quoi ils aspirent, c'est un idéal très élevé, mais qui demande une longue préparation. Alors, en Espagne, on a vécu ça. Il y a eu 70, plus de 80 ans de préparation à la guerre d'Espagne. Donc, quand la révolution éclate en Espagne, les gens sont prêts. Ça fait très longtemps qu'ils se préparent à ça. En 1936, en Espagne, en effet, si les anarchistes sont prêts, ce n'est pas seulement parce que depuis la fin du XIXe siècle, ils ont réalisé certains des exploits de la propagande par le fait, comme les attentats de la mystérieuse Mano Negra ou l'assassinat en 1912 du président du Conseil par Manuel Pardiñas Serrano, reconstitué ici pour le besoin d'un film semi-documentaire. Ce n'est pas non plus parce que certains des grands martyrs de la cause, comme les garrotés de Jerez de la Frontera, Francisco Ferrer ou les paysans assassinés de Casas Viejas, sont espagnols. Pas même parce que le journal des anarchistes catalans fait résonner les mêmes mots que le slogan de la révolution mexicaine.
Pas plus parce que certaines des grandes insurrections paysannes ou ouvrières eurent lieu au Levant, en Andalousie, dans la Rioja, en Catalogne, ou dernièrement dans les Asturies, avec sa révolution d'octobre matée par un certain général Franco aux ordres de la toute jeune démocratie bourgeoise. Non. Si les anarchistes espagnols sont prêts, c'est parce que le mouvement libertaire dans la péninsule est solidement organisé depuis l'origine. D'abord au sein d'une puissante section espagnole de l'Internationale ouvrière, puis de la FAI, Fédération anarchiste ibérique, et de la CNT, Confédération nationale du travail, qui est, à la veille du coup d'État de Franco, l'un des syndicats les plus fournis et le mieux structuré au monde. Le monde il est vaste, mais c'est unique en Europe occidentale que la principale force syndicale, mais ça ne s'imite pas à ça, la principale force sociale, pas politique parce que le terme est ambigu, organisée, c'est la CNT. On a compté qu'à la fin du printemps 1936, c'est à peu près 1,5 million de gens qui sont adhérents à la Confédération nationale du travail sur l'ensemble de l'Espagne, dont pas loin d'une moitié en Catalogne. Avec seulement un salarié permanent. C'est incroyable quand on y pense. Un seul salarié pour une organisation aussi grande. En 1936, Makhno est mort et Durruti est revenu en Espagne. Des élections ont lieu. Une fois n'est pas coutume, les organisations anarchistes qui ne présentent aucun candidat appellent leurs militants à voter pour le Front populaire. Grâce aux millions de voix des libertaires, une assemblée de gauche composée de socialistes, de républicains démocrates et de seulement quelques communistes, qui représentent alors une infime minorité du mouvement ouvrier espagnol, est élue de justesse. La réaction de la droite ne se fait pas attendre. Le général Franco somme toutes les casernes de prendre le contrôle du pays. C'est la guerre civile. Le coup d'État de Francisco Franco survient en 1936 et l'Espagne éclate comme une pastèque. D'un côté, il y a un front progressiste et de l'autre un front fasciste. Et pendant 3 ans, ça va être une opposition radicale. Comme en Italie ou en Allemagne, devant le putsch, la grande bourgeoisie applaudit. Les oligarques apportent leur soutien financier aux fascistes et les démocrates abdiquent. Le gouvernement de Front populaire abandonne. Au lieu d'appeler à la résistance, il démissionne 3 fois dans la même journée. Le peuple est livré à lui-même et une moitié du pays tombe sous la coupe de Franco. Les organisations libertaires lancent alors un appel général à la mobilisation. Partout, spontanément, comme un seul homme, les anarchistes se lèvent. En Catalogne, emmenés par Durruti qui dirige la défense de Barcelone, les libertaires mettent en échec les putschistes. Aux barricades, l'hymne de la CNT que Valeriano Robon, l'un des théoriciens de l'anarcho-syndicalisme espagnol, écrit en quelques heures, devient le cri de tout un peuple. Des colonnes se forment. Durruti est désigné délégué général d'une milice de combattants volontaires. Forte de 3000 hommes, divisée en plusieurs centuries qui portent les noms de leurs martyrs, comme la centurie Sacco et Vanzetti, la colonne Durruti, tout comme la colonne rouge et noire, marche sur Saragosse et converge vers l'Aragon pour combattre les armées fascistes. Et inspiré par la Maknovtchina, Durruti et ses hommes font tout à la fois la guerre et la révolution. Et ils font reculer le fascisme. Ce que les armées républicaines postérieurement ne seront pas fait. Mais ils font reculer le fascisme, en particulier en Aragon. Et dès que les colonnes libèrent un village, immédiatement on y proclame le communisme libertaire. Dans chaque village par lequel passait la colonne Durruti, on discutait avec les paysans. Les anarchistes leur disaient que ça y est, ils pouvaient enlever les séparations entre les champs, créer de grandes zones collectives et travailler la terre tous ensemble. Dans leur marche, les libertaires chassent les maîtres et les dieux et annoncent la fin des privilèges. Sur les places des villages libérés, des danses nouvelles viennent remplacer les anciennes complaintes. Des couples se forment aux yeux de tous, on partage les terres, le travail et le pain, on donne la retraite aux anciens, on prend le temps de vivre. On invente des pratiques et on recrée des solidarités.
L'anarchisme pousse ici sa logique jusque dans ses ultimes retranchements. Assemblées paysannes, campagnes d'alphabétisation, plus de 800 villes et villages d'Espagne se mettent en commune. Et l'une des plus grandes expériences de collectivisation de l'histoire commence. Dans la pratique, c'est une explosion d'expériences. De nombreuses communautés, et pas un village de 200 habitants, qui supprime l'argent. Ah bon? On va vivre comment? Alors on invente, parce que ça, c'était pas dans les textes des théoriciens. On invente par exemple le salaire familial. Tout le monde travaille, on a une production, on la répartit comment? Au niveau des efforts de chacun? Non, au niveau des besoins de chacun. Ils avaient aboli l'argent. Ça semble incroyable aujourd'hui. Mais ils étaient des milliers. Ils s'organisaient. Bien sûr que sur ces territoires libérés, le clergé était exproprié. Et les anciens exploiteurs devaient désormais travailler main dans la main avec les paysans. Ça ne va pas se passer bien partout. Parce que dans un premier temps, on chasse la garde civile, on chasse ou on élimine les fascistes du village. Parfois, les troupes franquistes vont revenir. Et on imagine la répression qui va s'imposer. On parle d'églises incendiées. On parle aussi des curés tués par les anarchistes. Et c'est vrai, ça a eu lieu. Le pouvoir, quand il est repris par le peuple, génère ce genre d'action. Bakounine lui-même le disait. Il disait, quand la révolution arrive, il est inévitable que 100 têtes tombent. 100 têtes, ce n'est pas beaucoup quand on pense aux exactions commises par les fascistes. Grâce au matériel envoyé en quantité presque illimitée par Henry Ford et au soutien de troupes italiennes ou de la lugubre Légion Condor, les franquistes se livrent en effet à une véritable épuration sociale et un nettoyage idéologique. Comme à Séville, où 8000 personnes sont passées au fil de la baïonnette, ou comme à Guernica, où sans discernement, hommes, femmes et enfants sont écrasés sous les bombes. Malgré la terreur blanche qui s'abat, les demandes d'armes des libertaires aux démocraties bourgeoises, même publiées sur des timbres, restent lettres mortes. Les anarchistes peuvent cependant compter sur la solidarité internationale du mouvement qui, de journaux en conférences, appelle partout à rejoindre les rangs des insurgés. Le Français Sébastien Faure ou l'anarchiste cambrioleur Marius Jacob, l'Algérien Mohamed Saïl, l'Argentin Diego Abade de Santillán, le Belge Louis Mercier-Béga, le Russe Georges Sosenko, Simone Veil qui s'engage dans la colonne d'Urruti, comme Emma Goldman qui, à plus de 67 ans, vient en Catalogne. Du monde entier, des hommes et des femmes arrivent en Espagne pour soutenir la révolution. Et avec les premières colonnes d'internationalistes, la brigade Abraham Lincoln, composée notamment d'IWW, le bataillon Malatesta que l'on surnomme bataillon de la mort, ou le bataillon Louise Michel venu de France, les révolutionnaires étrangers prennent soudain, en arrivant, la mesure du changement. Dans les pays d'où ils viennent, que ce soit des Français, des Anglais, des Américains, que ce soit des réfugiés, allemands ou italiens, les autres ils sont dans le camp de Franco, dans leur pays, il n'y a jamais eu, ils n'ont jamais, à aucun moment de leur histoire, rencontré un mouvement anarchiste de cette importance. On a un témoignage formidable avec George Orwell, qui est en Angleterre, qui fréquente non pas les milieux communistes, mais les milieux plutôt trotskistes, qui va venir en Espagne pour combattre. Il arrive à Barcelone, et c'est une véritable découverte. En Angleterre, il ignorait que les anarchistes existaient d'une part, et tenaient la ville. Alors l'ouvrage dont il s'agit a un titre bizarre, puisque c'est hommage à la Catalogne, mais il faut le lire, c'est formidable. En théorie, c'était l'égalité absolue. Et dans la pratique, il s'en fallait de peu. Nous avions comme un avant-goût du socialisme. Un grand nombre des mobiles normaux de la vie civilisée avaient absolument cessé d'exister. L'habituelle division en classes de la société avait presque disparu. Il n'y avait là que les paysans et nous. Et nul ne reconnaissait personne pour son maître. Pendant que les bataillons internationalistes partent soutenir les colonnes anarchistes sur le front, à l'arrière, devenus à leur tour conscients du rôle central joué par la propagande, les libertaires s'emparent de l'industrie du cinéma et, avec leurs faibles moyens, montrent les combats acharnés qu'ils livrent alors en Aragon. Mais dans cette guerre des images, où pour la première fois, ce sont eux qui filment, les anarchistes n'oublient pas de témoigner de l'ampleur et de la spécificité de leur révolution.
Les opérateurs de la CNT saisissent sur le vif une capitale insurgée. Premier reportage sur les événements de Barcelone, c'est le syndicat CNT, le syndicat des spectacles publics, qui le produit. Ils sortent dans la rue, voir ce qui se passe sur les barricades, de formidables images d'une ville en révolution. On n'en a pas pour Saint-Pétersbourg ou d'autres endroits. Là, on en a. C'est quoi une ville en révolution? Sur ces images, on voit une ville qui est pratiquement anarchiste, avec un enthousiasme populaire exceptionnel qui ne s'est plus jamais reproduit dans toute l'histoire. Ces images révèlent au monde l'importance et la cohérence de la révolution libertaire espagnole. Au milieu des restes de barricades et des centres de pouvoir détruits, les documentaristes anarchistes comme Félix Marquet dévoilent chaque étape du grand bouleversement. Ici, l'anarcho-syndicalisme fonctionne à plein et donne sa mesure. Toute forme de bureaucratie, de métiers non productifs, d'emploi de contremaîtres sont abolis. Les grandes décisions sont prises en conseil, les différentes tâches effectuées en commun, les moyens de production récupérés par la collectivité. En Catalogne, qui est de loin la première région industrielle d'Espagne, ce sont plus de 75% des entreprises qui sont autogérées. Les tramways, les taxis et les bus, les hôtels et les restaurants, les boulangeries, la pêche et les métiers de bouche, les ateliers de textile, l'industrie du cuir et des chaussures. Tous les petits commerces comme les plus grandes entreprises sont désormais gérés de façon collective, sans baisse de production ni réduction du rendement. La révolution s'attaque même à la culture qui redevient soudain populaire et sociale. Cinéma, orchestre symphonique, opéra ou cabaret sont gérés directement par les comédiens, les danseurs et les musiciens, les techniciens et les ouvreuses qui sont tous membres de la CNT. Emma Goldman, qui a 67 ans, est venue en Espagne soutenir la révolution catalane, peut déclarer « La collectivisation des usines et des terres représente la plus grande réussite de toutes les périodes révolutionnaires. Votre révolution va détruire pour toujours l'idée que le projet anarchiste signifie le chaos. Même si Franco gagne et que les anarchistes espagnols sont exterminés, votre travail continuera de vivre à jamais. » Ça signifie que l'anarchisme fonctionne. Ça fonctionne, mais à quelles conditions? À la condition qu'une majorité de la population soit convaincue par les principes libertaires. Il est donc possible de faire une société sans autorité et sans gouvernement, ou avec le minimum d'autorité et le minimum de gouvernement. Ce triomphe de l'anarchisme en Espagne trouve une expression dernière mais paradoxale le 4 novembre 1936, quand les républicains décident de former à Madrid un nouveau gouvernement de la victoire. Afin de rassembler les différentes forces antifascistes contre les franquistes, pour la première fois dans l'histoire, 4 libertaires deviennent ministres. Leur présence a d'un côté pour but de renforcer le gouvernement, mais elle est aussi un moyen pour les milices anarchistes d'obtenir des armes. C'est donc un peu du donnant-donnant. Mais ce sont des ministères qui n'ont pas vraiment d'importance. S'ils entrent au gouvernement, c'est dans un but stratégique. Ils le font en quelque sorte pour contrôler le gouvernement, pour empêcher que le gouvernement n'ait des menées anti-anarchistes. Dans la pratique, il n'y a pas eu plus d'armes pour les milices anarchistes. Et aux yeux des combattants, cette entrée au gouvernement a été au pire une trahison, au mieux une erreur. Et alors, il y a une scission entre la base anarchiste et ses 4 ministres. Le mouvement anarchiste commence à se scinder. Le Parti communiste, lui aussi représenté dans le gouvernement et qui jouit d'une place de plus en plus prépondérante grâce au soutien militaire que Staline apporte à la République, entend profiter de cette désunion. Il exige que la révolution libertaire soit ajournée et que les milices anarchistes désarmées soient réintégrées dans une armée régulière dirigée par des commissaires politiques. Le gouvernement et les 4 ministres votent cette proposition. Durruti considère cela comme une trahison. Il prend la parole. Si vous ne voulez pas que ceux qui luttent vous confondent, vous, à l'arrière, avec nos ennemis, accomplissez votre devoir. La guerre que nous menons actuellement est faite pour écraser l'ennemi au front. Est-il le seul ennemi? Non. L'ennemi, c'est aussi celui qui s'oppose aux conquêtes révolutionnaires qui se trouvent parmi nous et que nous écraserons également. Aux yeux des staliniens et des républicains, Durruti et sa colonne, qui tiennent l'Aragon, sont devenus trop forts, trop dangereux, trop radicaux. Il est urgent de reprendre le contrôle. À partir du moment où on veut changer radicalement des choses, les réformistes sont contre vous,
Les staliniens qui veulent reconstituer une société hiérarchisée sont contre vous. Évidemment, la bourgeoisie aussi est contre vous. Et c'est à ce moment que les républicains sont pris dans un dilemme et que beaucoup d'entre eux disent on préfère l'ordre fasciste à l'anarchie. Pour affaiblir les anarchistes et avoir Durruti sous la main, le gouvernement décide alors de faire venir sa colonne à Madrid, qui est assiégée par les franquistes. Les libertaires sentent le piège, mais Durruti espère saisir cette occasion pour relancer le processus révolutionnaire dans la capitale espagnole. Sa mort, qui survient dans de troubles circonstances, laisse cours aux plus folles rumeurs. Il était dans une voiture et il a voulu comprendre la situation. Alors il est descendu de la voiture. Quand il revient dans la voiture, il meurt. Plus exactement, il reçoit une balle. Une des premières interprétations, c'est que c'est un assassinat. Un tir comme ça, à bout portant, ne peut être qu'un assassinat. Et c'est une thèse immédiatement propagée par les franquistes, qui disent que les républicains se tuent les uns les autres. Et puis cette thèse est reprise par le Parti communiste, qui dit que les anarchistes sont des petits bourgeois désorganisés et qu'ils se tuent entre eux. Mais pour moi, c'est un accident. Il y avait dans la voiture un soldat qui avait un fusil. Ces fusils qu'il y avait en ce temps-là, avec la sécurité qui ne fonctionnait pas vraiment. Et quand Durruti s'est levé, il reçoit le tir. Pendant la guerre, avec une personnalité comme Durruti, dire qu'il est mort bêtement à cause d'une arme qui ne fonctionnait pas bien, ça faisait un peu ridicule. Aujourd'hui encore, les circonstances de la mort de Durruti ne sont pas éclaircies. Son corps est transporté à travers le pays jusqu'à Barcelone. Plus de 500 000 personnes défilent jusqu'au cimetière de Montjuïc, où il est inhumé. C'est la dernière démonstration publique à grande échelle de la force des anarchistes pendant la guerre d'Espagne. Durruti était un symbole. Et sans Durruti, l'anarchisme restait sans figure de proue. L'anarchisme est une théorie politique qui prévoit la destruction du pouvoir. Ce n'est pas une stratégie de conquête politique. Le communisme, en revanche, oui. Et les communistes, qui n'étaient que 10 000 face à des millions et des millions d'anarchistes, réussissent en moins d'un an, appuyés par l'Union soviétique, à reprendre la situation en main. Et c'est alors que peut commencer la grande répression, qui va culminer avec les événements de mai 37, où il y a un affrontement. Et là, la révolution libertaire va être écrasée. C'est au cours de ce que l'histoire de l'anarchisme a retenu sous le nom des Journées de mai 1937, dont le film Land and Freedom de Ken Loach ne montre qu'une partie, que cet écrasement a lieu. Tout commence avec la bataille de la Telefónica. Depuis le début de la Révolution, les anarchistes contrôlent une partie de la centrale des téléphones de Barcelone. Les républicains, alliés aux staliniens, veulent à tout prix les en déloger, c'est l'étincelle. Le peuple de Barcelone élève des barricades. Malgré les appels au calme des ministres anarchistes, ils s'opposent, comme à Kronstadt 15 ans plus tôt, mais cette fois aux côtés des trotskistes du POUM, presque sans armes, à plus de 3000 gardes d'assaut, équipés et entraînés. Il y a une semaine d'affrontement. Il faut se souvenir que le putsch de Franco a été vaincu à Barcelone en 2 jours. Mais les combats, là, entre la base et le gouvernement, durent 7 jours, avec plus de 1000 morts et des centaines de blessés. Après la défaite des anarchistes pendant les journées de mai 1937 et la répression qui s'ensuit, les portes de Barcelone sont ouvertes aux fascistes. Les mesures contre-révolutionnaires du gouvernement républicain et stalinien peuvent se multiplier sur le petit territoire qu'ils contrôlent encore. Le 25 mai, la fédération anarchiste est exclue des tribunaux populaires. Le 6 juin, un décret gouvernemental rend illégales toutes les collectivités rurales. Début août, le Conseil régional de défense d'Aragon est définitivement dissous.
Fin août, les critiques vis-à-vis de l'URSS sont interdites. Le 6 janvier 1938, le gouvernement interdit l'émission de billets ou de monnaie par les comités. Et au cours de l'année 1938, le gouvernement annule tous les restes de la collectivisation et réintègre les grands propriétaires dans leurs droits. La révolution libertaire espagnole est vaincue. Et la Pravda de Moscou peut affirmer dans son éditorial « L'épuration des anarchistes a été menée à son terme, avec la même énergie qu'en Union soviétique. » La guerre d'Espagne se termine le 1er avril 1939. Beaucoup d'anarchistes sont internés en camps de concentration et beaucoup d'anarchistes sont aussi fusillés. C'est incroyable quand on compare le nombre de membres de la CNT ou de la Fédération anarchiste juste avant la Révolution sociale espagnole et ce qu'il en reste juste après la victoire du fascisme. On pourrait croire que c'est la répression fasciste qui est la cause de cette disparition. Mais en réalité, c'est surtout dû à la répression du gouvernement républicain en accord avec les staliniens. Et ça, tous les historiens le confirment. C'est un épisode profondément dramatique de l'histoire du 20e siècle, cette guerre d'Espagne. Même si c'est pas un épisode auquel on pense spontanément quand on fait l'histoire du 20e siècle. Pour moi, c'est un des points tournants, puis c'est quelque chose de sanglant, c'est quelque chose d'horrible dans l'histoire du 20e siècle, ce qui s'est passé là. L'abandon par les démocraties, les fascistes italiens, les nazis, donc l'URSS, les staliniens. Alors, le monde entier se ligue pour faire échouer cette expérience-là. Et comme vous le savez, elle échoue. En franchissant le col des Pyrénées, au milieu des foules de réfugiés qui prennent la route de l'exil, ceux qui ont survécu se demandent tout de même pourquoi ils ont perdu et où et quand ils vont pouvoir reprendre le combat. Si la situation des anarchistes après la Première Guerre mondiale était extrêmement difficile, la situation des anarchistes après l'échec de la Révolution espagnole est carrément catastrophique. La seule chose qu'il leur reste à faire, c'est quoi? De rejoindre les bolcheviks, de se convertir au fascisme. S'ils veulent continuer le combat, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? S'engager dans l'armée française pour combattre les nazis? Que faire? À part, entre guillemets, sauver votre peau. En avril 1939, la Deuxième Guerre mondiale n'a pas encore commencé. Mais depuis les camps de concentration dans lesquels la France accueille les survivants de la Révolution espagnole, comment les anarchistes ibériques pourraient-ils en effet ne pas être désemparés? Surtout quand on se rappelle qu'Édouard Daladier, le président du Conseil français, qui avait déjà réimposé la semaine de 48 heures et signé les accords de Munich, décide de nommer premier ambassadeur auprès de Franco Philippe Pétain, le plus noble et le plus humain de nos chefs militaires, selon l'expression de Léon Blum. Mais si la situation est aussi difficile pour eux, comme pour tous les anarchistes au monde, c'est que la contre-révolution est en passe de triompher partout. Dans les pays fascistes, bien sûr, mais aussi dans les républiques socialistes ou dans les démocraties libérales, la réaction égrène son chapelet de mort. Comme lors du massacre du Memorial Day aux États-Unis d'Amérique, où la police de Chicago assassine des dizaines de travailleurs, dont une femme et 3 enfants. Et comme toujours, dans un monde qui se recouvre de barbelés, les libertaires sont parmi les premières cibles de la répression. Du Vernet à Oranienburg, ils sont très tôt rassemblés, déportés et, à l'image d'Éric Musam, exécutés. Car dans un contexte de crise généralisée du capitalisme, l'écrasement des révolutionnaires constituait pour la bourgeoisie le préliminaire nécessaire à son désir d'expansion. Et l'impérialisme que l'on reconnaît hier comme aujourd'hui à ceux qui n'ont que le mot paix à la bouche, se préparait depuis longtemps à la guerre. L'Espagne, tout comme l'Abyssinie ou la Mandchourie, étaient bien plus que des répétitions générales. Tous les pactes de non-agression ne tendaient en réalité qu'à accélérer le processus déjà engagé et l'exacerbation des sentiments nationaux n'avait pour seul objectif que d'empêcher les travailleurs de s'unir. Il fallait donc auparavant à tout prix effacer jusqu'à la mémoire de ces hommes et de ces femmes qui avaient aboli l'État, l'argent et les frontières et essayer envers et contre tout de bâtir un monde meilleur.
C'est ainsi que dans les ténèbres d'une nouvelle guerre mondiale qui libérera les passions les plus barbares et transformera la Terre en un vaste champ de ruines, alors que les travailleurs seront enrégimentés, fanatisés, réduits en esclavage ou en cendres, pouvait se perdre l'écho des dernières paroles de Dorothy. Nous avons toujours vécu dans la misère et nous pourrions continuer de le faire pour un temps. Mais n'oubliez pas que nous, les travailleurs, sommes les seuls producteurs de richesse. C'est nous qui faisons fonctionner les machines, nous qui extrayons le charbon des mines, nous qui construisons les villes. Nous savons que nous n'hériterons que de ruines parce que la bourgeoisie essaiera de détruire le monde dans les derniers instants de son histoire. Mais nous n'avons pas peur des ruines parce que nous portons un monde nouveau dans notre cœur. Car notre sang bleu est noir, notre drapeau rouge est noir, notre étoile jaune est noire, notre vie en rose est noire. Oui, notre sang bleu est noir, notre drapeau rouge est noir, notre étoile jaune est noire, notre vie en rose est noire. Oui, notre sang bleu est noir, notre drapeau rouge est noir, notre étoile jaune est noire, notre vie en rose est noire. Black, 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 et on fait bloc.